Bonjour tout le monde. Oui, alors il y a beaucoup de choses, hein, le sujet est extrêmement vaste. Bon, le parti pris, que je prends assez souvent d'ailleurs, c'est de pas être sur un truc très précis et focalisé pour aller à fond, mais plutôt d'avoir une vue d'ensemble, parce que souvent on manque de distance par rapport aux choses, et les choses s'affrontent ensemble. On va parler de tout ça, il y a des choses plus ou moins longues, et vous avez vu qu'il y a de quoi faire. L'idée, oui, il y a un peu tous les aspects, hein, de la définition, il y a... Quand on parle d'épidémie, se passer de faire de l'histoire quand même. Hein. L'histoire des épidémies, des grandes épidémies ou pandémies, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Et ça a influencé énormément la vie des gens, des sociétés. Donc il y aura un peu l'histoire, mais on ira vite, hein, parce que si je vous détaille tout ça, encore une fois, ça c'est une conférence, c'est une grosse. Hein. Mais je la ferai avec plaisir. Après, comment ça fonctionne une épidémie? Comment ça se déroule? Vous avez entendu parler de plein de choses pendant la pandémie de Covid. Donc on va réexpliquer un peu certaines choses. Hein. A posteriori, vous dites, ah oui, c'était ça. Ensuite, il y a les réactions de la communauté humaine, ça c'est les politiques, mais aussi les populations, tout ça, ça a été invraisemblable, les réactions, et ça a été presque le plus important, ça a été la façon dont les gens ont réagi, plus que la pandémie elle-même, l'épidémie, qui n'avait rien d'extraordinaire, de très original. Hein. L'avenir, alors est-ce qu'il y a des épidémies qui vont venir? Bah oui, c'est évident, hein, ça. Et lesquelles? Je vais vous donner quelques possibilités, hein, vous voyez. Ça sera peut-être une de celles que je vais vous dire, mais ça sera très vraisemblablement une autre que celles qui sont prévisibles actuellement. Donc là, c'est comme ça, hein, les surprises. Alors, comment on s'est préparé après la Covid-19, hein? Qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau national et international pour essayer de faire mieux? J'irai vite aussi, parce qu'il y a plein de plans. Moi, j'attends surtout de savoir comment ça va marcher, hein, toutes les organisations qui ont été décidées, mises en place. Et puis je parlerai aussi de désinformation et de complotisme, parce que ça a vraiment jalonné toute cette histoire de Covid. Et la Covid, je vais la prendre tout le temps comme exemple, parce que c'est le grand exemple, il est récent, tout le monde l'a en tête, et on a tout eu, tout ce qui traite le problème des épidémies, et en l'occurrence de pandémies, était dedans, donc c'est pas la peine d'aller en chercher d'autres, on a tout. Voilà, alors, ensuite, ah bah là je suis mieux parce que... Alors... L'ambiance est à la crise. Hein. On passe d'une crise à l'autre, et ce qui est intéressant, ce qui est amusant d'ailleurs, si on peut dire, c'est qu'une crise chasse l'autre. Hein. Donc il y a des catastrophes naturelles, des règlements climatiques. Bon, je ne vais pas vous donner des exemples, parce que vous savez tous, toutes les catastrophes qui sont en cours et qui vont venir. Les problèmes, c'est tiens, s'il n'y a plus d'électricité et qu'il n'y a plus d'eau en même temps, vous imaginez comment on va vivre, comment on vit les sociétés. Il y a des régions, quand c'est pas chez nous, bon, on n'y fait pas trop attention, mais il y a des endroits où c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des cyberattaques qui peuvent complètement dérégler le fonctionnement d'une société à un point inimaginable. Il y a des sabotages, alors il y a des pandémies, on est dedans, hein, les épidémies, pandémies, ça fait partie de toutes ces crises actuelles dans lesquelles on passait. On a bien vu, celle qu'on a eue, c'était une vraie crise, une grosse, grande et qui a duré longtemps. Hein, donc ça existe. Et puis il y a des guerres aussi, hein, il y a aussi des guerres. Non, c'est pas vrai, il n'y aura plus de guerre, c'est fini. Hein. Paraît-il, notamment en Europe. Donc il y a des guerres, et oui. Et donc ça entraîne tout un ensemble, là c'est des vraies crises. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que les épidémies s'intègrent dans une espèce d'ambiance générale, qu'on va trouver morose peut-être, qu'on va trouver déprimante, tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui sont stressés, bon, il y a des gens qui aiment bien augmenter le stress et le psychodrame. Hein, et les gens veulent s'organiser, ils s'imaginent, d'ailleurs vous voyez, le cinéma n'aide pas, ou les romans. Hein, il y a des tas de films à sensation où on explique qu'après une guerre nucléaire ou après une grande pandémie, il y a eu beaucoup de films hein, sur des pandémies, beaucoup plus graves que celle de la Covid, parce que c'est des sujets cinématographiques passionnants. Et là, on explique qu'on va se retrouver peut-être avec une poignée de survivants humains qui vont redémarrer, qui vont vivre dans des forêts comme ils peuvent, dans des herbes et des trucs, et petit à petit ils vont recréer une société humaine qui va retomber bien sûr après dans les mêmes problèmes que ceux qu'on a. C'est le Great Reset, la grande mise à zéro, le redémarrage. C'était l'histoire du déluge, hein, les Sodome et Gomorre, on efface tout, le déluge, et puis il y a une poignée de survivants, et puis on redémarre, et puis bien sûr ça va aller beaucoup mieux. On est là-dedans en fait, hein, on est dans toute cette problématique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez ça, un peu,
La mode est au survivalisme. Vous avez vu ça, hein? Il y a des stages de survivalisme, il y a des livres de survivalisme, il y a toutes des théories pour se dire et si, et si, et si, comment je fais? Est-ce que je m'équipe? Comment je me prépare? Vous avez vu l'histoire du kit de survie en Europe, hein, pour tenir 72 heures. C'est amusant comme tout, hein. Faut rentrer avec le dos de machin, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. En tout cas, c'est pas une vue d'esprit que survivalisme. Et les gens sont étonnés de découvrir ce mouvement-là. Il n'est pas nouveau, hein. Déjà, quand il y a eu les armes atomiques, il y a des gens qui se créent des bunkers, hein, quand même, anti-nucléaires. C'est pareil, hein, les gens ils se protègent. Mais là, c'est plus que jamais, le survivalisme. C'est une tendance sociétale extraordinaire. Alors, des définitions rapidement, hein, quand même qu'on sache de quoi on parle. Une épidémie, c'est une apparition en général d'une maladie infectieuse, hein, on en restera là quasiment uniquement, qui se répand de façon rapide et qui touche un nombre de personnes quand même assez importantes. C'est localisé, c'est régional, ça peut être localisé à un pays, ou une partie d'un pays, ou une ville, hein. Ça peut être une région, un continent. Et quand il y en a un peu plus, il y a plusieurs continents, on va dire c'est une pandémie. Et c'est l'OMS qui va décréter la pandémie, comme elle a fait pour la Covid-19. Elle va dire, il y a une pandémie. C'est une épidémie, enfin, voilà, c'est un peu arbitraire. La seule différence entre l'épidémie et la pandémie, c'est l'étendue, hein, c'est le nombre de personnes et de territoires concernés. En sachant, c'est pas lié à la gravité, hein, la pandémie, c'est lié au nombre, en sachant que... je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon. Voilà. Donc, épidémie, pandémie. L'endémie, c'est une pathologie infectieuse qui est présente dans un pays, et puis qui va, qui vient, et qui a un fond de malades régulièrement, et avec des fois des petites poussées, des petits pics, hein, des petits pics épidémiques au sein de l'endémie. Bon, il y a toutes les maladies infectieuses qui reviennent, vous savez, elles sont endémiques en général. Et des fois, elles sont endémiques dans une région. Hein, parce que le climat et tout un ensemble de circonstances font qu'elle peut se développer. Donc l'endémie, alors la question c'est quand on a une pandémie, quand est-ce qu'elle va devenir une endémie, hein, on a vu les discussions sur la Covid-19, ben oui, ça fera une endémie, oui. Avec des pics épidémiques peut-être, ou pas, repartant peut-être sur une épidémie, on ne sait pas. Mais on voit bien qu'on va évoluer, on peut passer d'un truc à l'autre. Les zoonoses et les anthroponoses, c'est pas très clair, hein, la distinction entre les deux. Les gens les utilisent un peu de façon non appropriée. Une zoonose, c'est une pathologie infectieuse qui existe chez l'animal sauvage ou l'animal domestique. Beaucoup l'animal sauvage, et qui est transmissible à l'homme. Alors, même zoonose, il n'y a pas, dans anthropozoonose, on voit bien qu'il y a passage à l'homme, puisqu'il y a anthropos, hein, il y a l'homme. Mais zoonose aussi. Hein. Alors, il y a des gens qui disent, oui, l'anthropozoonose, c'est quand la pathologie est transmissible de l'animal à l'homme, et l'inverse. Bon, c'est moins fréquent. Mais voilà, donc, moi, je mélange les deux. Hein. Je trouve que je ne vois pas trop l'intérêt de la distinction. Le clade, vous avez entendu parler du mot clade ou pas? Non. On en a énormément parlé hein, pendant la Covid, et vous en entendrez parler. Quand il y a... par exemple, Omicron, hein, le variant, il a créé un clade. Il y a un clade, il a plein de descendants mutants, etc., mais qui, à la base, sont des descendants avec des marqueurs génétiques qui sont importants. Et lui-même était déjà quand même une grosse rupture au niveau de la mutation, avec des caractéristiques en termes de virulence et de pathogénicité particulières. Donc, on a dit, voilà une nouvelle famille. Mais ça reste quand même un coronavirus, un SARS-CoV-2, hein, ça reste voilà, à l'intérieur. Donc maintenant, c'est des classes, c'est des familles de mutants qui vont avoir des points communs, mais avec à l'intérieur des comportements un petit peu différents. Mais pas trop, sinon c'est un autre clade. Hein. Voilà. Donc, taux de mortalité, de létalité, bon, ça on a beaucoup discuté de ça aussi. Les gens utilisaient les termes à tort et à travers. Le taux de mortalité, c'est quand vous avez une épidémie, prenons donc la Covid-19, ça ira très bien, vous avez des morts liés à la pandémie, mais dans la population générale, il y a des morts tout le temps, pour d'autres raisons. Donc la mortalité, c'est l'ensemble des morts, quelle que soit la cause. Donc si vous avez une augmentation du taux de mortalité, eh bien liée à la pandémie, ça ne distinguera pas ce que vous allez compter comme mort, par semaine, par mois, par ce que vous voulez, ça ne distinguera pas ce qui est dû à la pandémie et ce qui est dû au reste. Hein, d'autant que des fois, la pandémie va diminuer d'autres risques. Les gens vont être confinés, vont plus bouger, ils vont peut-être avoir moins d'autres maladies. Donc c'est une espèce de résultante globale
qui a un avantage, c'est qu'on peut la compter assez facilement. Dans la plupart des pays, on a quand même des statistiques de mortalité qui tiennent un peu la route. La létalité, c'est complémentaire, hein, je ne dirais pas que c'est le plus intéressant, c'est la mortalité liée aux gens qui ont la maladie. Hein. Vous avez 100 personnes qui ont une pathologie donnée, s'il y en a 10 qui meurent de cette pathologie, bien identifiés, il faut qu'ils soient suivis les patients, c'est ça qui est plus compliqué, eh bien vous avez 10% de létalité de 10%. Et si vous en avez 90 sur 100, la létalité est de 90%. Ça fait mal. Vous avez eu des épidémies, on parlera peut-être du virus de Marburg, c'est 90% la létalité. Il y en a d'autres, ça va être 2%. Mais si elle est très fréquente et qu'elle se répand énormément, ces 2% seront peut-être plus graves que les 90% qui resteront dans une zone extrêmement localisée. Marburg, Ebola, tout ça c'était relativement localisé. Et il y en a, la Covid, le taux de mortalité, le taux de létalité, pardon, il n'est pas énorme, mais au total, ça fait quand même 15 millions de morts sur la planète, voilà, à cause du territoire. Hein. Donc, mortalité ou létalité, il faut essayer de ne pas trop se tromper quand même dans les termes, parce que c'est quand même vraiment pas la même chose. Hein. La létalité, ça sous-entend qu'on a diagnostiqué les patients. Pour ça, il faut faire des tests diagnostiques sérieux. Et il y a plein d'endroits où on ne peut pas le faire. Donc, on va pas apprécier le dénominateur du ratio. Hein, on va compter peut-être des gens qui sont malades, mais on ne sait pas s'ils ont eu la maladie en question, parce qu'il y a des choses qui ressemblent. Hein. L'incidence ou la prévalence, bon, ça aussi, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. Hein, à un moment donné, en Covid, vous avez tant de cas nouveaux par an, par jour, on va dire par jour. Vous pouvez dire par an parce que vous voulez. Alors, on dit par jour, par mois, par semaine. C'est l'incidence. La prévalence, c'est le nombre de malades qu'il y a à un moment donné. Alors, si vous avez une pathologie qui va durer pendant 15 jours, parce que là, il faut que la maladie évolue, elle se termine après soit par la mort, soit par la guérison, soit par les séquelles, eh bien, vous allez cumuler à un moment donné les nouveaux patients, ceux qui ont été infectés il y a 3 jours, ceux qui étaient il y a 15 jours. Donc vous avez, à un moment donné, le nombre de patients ayant la pathologie, c'est ça la prévalence, le taux de prévalence par rapport à la population. Hein, le dénominateur étant la population. Voilà, je pense que ce n'est pas inutile de préciser ça. L'histoire. Alors les grandes épidémies. Alors attention, il faut s'accrocher parce qu'il y a eu un paquet. C'est des histoires passionnantes. Il faut passionner les historiens. Bon, alors bien évidemment, on remonte pas très loin, on remonte au siècle de Périclès, en gros, on remonte à 400, 500 avant Jésus-Christ. Avant, on ne savait pas trop, hein, on n'avait pas d'éléments. Mais là, il y a des descriptions quand même. D'ailleurs, on disait des pestes en général pour toute épidémie. Alors, ce n'était pas des pestes hein, en général, à part le XIVe siècle, la grande peste noire, là c'était une peste, hein, liée au bacille de la peste. Yersinia pestis. Yersin, Alexandre Yersin qui a découvert le bacille, qui est de grand-mère maternelle montpelliéraine. Donc Yersinia pestis, parce que la peste. Voilà, donc il y avait des pestes, hein, donc on verra des pestes, c'est pas toujours. Et pourquoi on avait une épidémie? Pourquoi on avait des tas de gens qui mouraient, jusqu'à 200 millions quand même sur la Terre au XIVe siècle avec la peste noire, alors que la population mondiale n'était pas énorme. C'était incroyable, c'est la moitié de la population qui disparaissait. On rigole pas là, on rigole pas. Hein, bon, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on va invoquer des choses surnaturelles, on n'a pas d'autre chose. On ne connaît pas les bactéries, les virus, on ne connaît rien de tout ça, on n'a pas de moyen de diagnostic, ça nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc première chose, colère divine, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour? Alors on va trouver des raisons toujours. Hein. C'est vrai que Édipe, avec ce qu'il a fait, il a été considéré comme étant fait venir la peste. Bon, forcément, parce qu'il s'est mal conduit avec son père et sa mère, et etc. Il y a plein d'histoires comme ça. On va toujours trouver un bouc émissaire, on va dire. Souvent, c'est les Juifs hein, quand même hein, qui sont responsables. C'est à cause d'eux, donc on va les liquider pour que l'épidémie s'arrête. Hein. Ça a toujours été une des constantes. Mais pas que, plein de choses. Et donc, d'abord, on va expliquer, et puis après on va essayer de résoudre le problème en éliminant la cause supposée. Donc c'était ça l'histoire. Hein. Bon là j'ai mis quelques exemples, mais bon après, dans l'histoire, il y a toujours eu des réactions, des explications foireuses, et des mesures prises, hein. Forcément. S'il y a un problème, on va essayer de le résoudre. Hein. Alors, petite liste. Hein. Alors, vous inquiétez pas, j'adorerais détailler tout. La peste d'Athènes, c'est le siècle de Périclès, 430.
C'était une typhoïde en fait, apparemment, parce qu'on a réussi, d'après les descriptions des historiens de l'époque, on a réussi de façon présomptive, hein, on n'a pas de certitude, mais on dit que vraiment ça ressemble énormément à une fièvre typhoïde. Voilà. Ça a dégagé la peste d'Athènes, hein, ça a été. Alors j'ai sur d'autres diapos les nombres de morts, c'est vrai que j'ai tendance un peu à oublier, ça a été énorme. La peste antonine, donc c'est à la fin de la dynastie des Antonins, hein, et c'était la variole. Donc là c'était le truc cutané, donc rien à voir avec la précédente. Et puis on a eu la peste de Justinien, qui était probablement, j'ai dit que la peste noire c'était la première, non, la peste de Justinien c'était apparemment une peste bubonique. Il y a deux types de peste, hein, la peste pulmonaire, la peste bubonique. La peste bubonique, ben, si vous lisez la peste de Camus, tout ça, ça fait des gros bubons, hein, plein de pus, tout ça, et voilà. La peste, le bubon, c'est un ganglion infecté, un abcès ganglionnaire. Donc la peste bubonique, la première, et après la peste noire. Alors là, ça a été terrible. Hein. Je vous dirai un petit mot peut-être quand même de la peste noire, parce qu'il ne faut pas exagérer. Ça a dégagé là, donc 14e siècle. Alors il y a eu des pestes à Londres, terribles. La moitié de la population de Londres dégagée hein, quand même. Après être passé par la peste noire. Donc c'était une peste bubonique aussi. Et la peste, elle est restée endémique, hein, de temps en temps, et puis des fois il y a des redémarrages, parce qu'il y a des foyers de Yersinia pestis. Oui, alors une chose que je dirai plus tard, mais est-ce qu'on peut éradiquer une maladie infectieuse? On a éradiqué la variole. Donc on rêve d'éradiquer, ben oui, on va faire, il n'y en aura plus, quoi. Mais non, on ne peut pas. Il n'y a quasiment pas de maladie infectieuse éradicable. À partir du moment où il y a un réservoir animal sauvage, on ne peut pas éradiquer la maladie. Il n'y en avait pas pour la variole. Il n'y en a pas pour la polio. La polio était totalement éradicable. Elle a failli être éradiquée. C'était la grande campagne de l'OMS dans les années 80, 70, je ne sais plus. Et il est resté 3 ou 4 pays qui, pour des raisons de communautés religieuses, etc., refusaient la vaccination. Donc il est resté quelques cas, ça a redémarré bien évidemment, parce que les autres pays, notamment les Amériques, ont dit bah, la maladie n'existe plus, au bout d'un moment, arrêtons de vacciner. Hein. Bah, forcément, dans ce cas-là, quand le virus revient, il tombe dans une population non immunisée et ça fait des dégâts. Donc la polio a redémarré. Donc on est à 7-8 pays, je crois, actuellement, qui sont à nouveau infestés. Et puis la question maintenant de l'OMS, c'est-à-dire c'est quand même idiot, ça reste encore localisé, avant que ça devienne mondial, on va peut-être essayer de l'éradiquer, car elle est éradicable, elle a failli. Par contre, il faut être strict hein, au niveau des politiques locales, nationales. Et donc c'est la grande question, de redémarrer sur une grande campagne mondiale d'éradication de la polio. Ça serait pas mal, ça fera un vaccin moins à faire du coup. La variole, on ne vaccine plus, sauf pour le Mpox, pour lequel, monkeypox, pour lequel le vaccin antivariole est efficace. C'est un peu de virus aussi. Donc, on en était au... voilà, alors, j'ai un peu digressé, ça sera fait pour plus tard, alors c'est bon. La lèpre, bah oui, la lèpre, hein, quand même, avec les croisades, tout ça, vous savez, il y a eu un côté épidémique, en sachant que la lèpre, elle est principalement endémique, c'est une pathologie qui est proche de la tuberculose, hein, c'est un mycobacterium. Mycobacterium léprosé au lieu de Mycobacterium tuberculosis, c'est un peu la même, ça ressemble beaucoup à la pathologie. Bon, donc la lèpre. Le choléra. Le choléra, après la peste, le choléra. Alors, il y a eu, les premières qu'on a, elles sont datent de 1850 à peu près, en fait, début du 19e, les premières épidémies de choléra authentifiées. Bon, il y en avait certainement avant. Et de toute façon, il y avait du choléra endémique dans tout le bassin le delta du Gange. C'est là le foyer de départ. À chaque fois, ça part du Gange. Que le Gange, c'est quand même une culture, hein, globalement. Même si on a essayé d'assainir, il y a eu des grandes campagnes pour essayer d'assainir le Gange. Et ça c'est un sujet qu'on pourrait traiter d'ailleurs. Hein. Peut-on assainir le Gange Donc c'est le départ de toutes les épidémies de diarrhée infectieuse, c'est le Gange, et notamment du choléra. Ça part toujours de là. Et donc là, il y a eu 7 épidémies hein, de choléra. Je vais vous en dire un petit mot. Et on a eu en France, on a eu... Voilà. Donc la pire, c'était la 3e, c'est celle qui a le plus fait de mal. Voilà. Alors maintenant, le choléra, on traite avec des antibiotiques extrêmement bien, s'il y a des structures de soins. Par contre, il y a une déshydratation énorme. Moi, j'ai vu à Dakar, au Bangladesh, des hôpitaux où il n'y avait que du choléra, parce que c'est terrible. Alors, il y a des lits, on met les patients sur des lits avec un trou, en dessous on met un seau, et on récupère la diarrhée liquide
pour mesurer la perte liquidienne, et on perfuse avec la même quantité pour compenser. C'est tout simple, c'est le truc le plus efficace. Donc au Bangladesh, il ne faut pas leur dire que le choléra n'existe plus, hein, c'est un drame. Et ça fait une mortalité, notamment infantile, énorme. Bon, bref. Le choléra, donc, c'est important. Voilà, du Gange, oui. 5 dans le même siècle, au total, il y en a eu 7. Aujourd'hui, la 7e pandémie, elle est surtout en Afrique. Alors, il y a les grippes, hein. On va parler des grippes un petit peu quand même, on va passer un tout petit peu de temps quand même. Hein. Ça a commencé surtout avec la grippe espagnole, en sachant qu'il y a eu en Russie avant une première épidémie. Sinon, on peut considérer que c'est la grippe espagnole, la première en 1918. Il y a eu de la variole en Inde, d'accord. Le VIH quand même, hein, ça a été une pandémie, ça a quand même fait beaucoup de morts. Et c'était fin des années 70, on a vu arriver venant des grands singes. C'est un virus simien qui s'est adapté à l'homme, en fait. C'est un SIH. Non, enfin, je sais plus. HIV, c'est un SIV qui est devenu un HIV. S c'était simien, H c'est humain. La tuberculose, il y a des épidémies, alors pas tellement de tuberculose, elle est endémique, hein, elle est toujours là et plus que jamais, mais le mode épidémique c'est plutôt pour la tuberculose multidrogue résistante. C'est là qu'il y a une notion épidémique qui pose un problème. Parce que la tuberculose, on a très bien, on a de très bons antituberculeux. Mais les bacilles, ils se mettent à résister. Hein. Donc quand il y a des résistances à toutes les antituberculeux, notamment en Afrique du Sud, les gens, on n'a rien à leur offrir. Ils meurent. Ensuite, la polio, oui, en 57, bon là j'ai parlé de la polio. C'est un survol extrêmement large, loin du d'hélicoptère, comme on dit. Alors, quelques mots peut-être quand même, là, de la peste noire. Elle était partie de la mer Noire, de ces... Voilà. Et puis après, alors elle s'est répandue, plus c'est vert, plus c'est le début, et plus c'est foncé, plus c'est la fin de l'épidémie. Parce qu'elle a duré quand même un temps assez limité dans le temps, quelques années. Vous voyez, ça n'a pas duré un siècle. Et alors, une chose que je trouve c'est remarquable et amusante, c'est qu'elle a démarré par là, la mer Noire, la Caspienne. Elle s'est répandue par la Turquie, vous voyez, là, l'Italie. Elle est arrivée par Marseille, hein, la peste, c'est connu, hein, ça a été l'entrée de l'Europe. Et après, elle s'est répandue en Europe, et après l'Europe du Nord, et après l'Europe de l'Est. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'elle aura pu passer directement du départ jusqu'à l'Europe de l'Est, hein, et Russie. Donc, il y a des choses, des fois, je sais pas, j'ai pas d'explication à ça. Non, elle a fait tout. Bon, au total, elle s'est bien répandue partout, quoi. Voilà. C'est cool, c'est pas bateau. Alors, oui, après, il y a les bateaux, les avions, tout ça. Alors, la peste noire, c'était beaucoup les bateaux, hein, forcément. C'était les bateaux génois qui arrivaient à Marseille, parce que c'était les rats, hein, et la puce des rats, qui apportait la peste. Donc, c'était les rats sur les bateaux. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. Alors quelques petits mots juste sur cette peste noire, quand même. C'est qu'il y a eu des réactions antisémites extraordinaires. Il y a eu des pogroms partout. On a détruit des centaines de communautés juives. Ça a été... c'est peut-être que la période le voulait. Et puis, comme on pensait bien évidemment que c'était Dieu qui n'était pas content, il y a eu le grand mouvement des flagellants. C'est des gens qui se flagellaient, qui circulaient dans les villes en se tapant dessus, voilà, en disant c'est une punition, donc mea culpa, mea maxima culpa et tout ça. Alors le résultat quand même, ça a été qu'il y a eu, on pense qu'il y a eu au moins 200 millions de morts sur la Terre entière. En Europe, 25 à 50 millions, ce qui faisait pour la population de l'Europe à l'époque à peu près la moitié, entre le tiers et la moitié. Ah, c'était pas rien. Hein. C'était pas rien. 210 communautés juives massacrées, oui. 50% de la population de l'Europe médiévale est morte. Et ça s'est arrêté en 1353. Voilà, ça s'est arrêté. Hein, c'est bien. Voilà. C'est pas les vaccins. Là, j'avais la syphilis. La syphilis, c'est ce qu'on appelle la grande vérole, parce que vous connaissez la petite vérole. La petite vérole, c'est la variole. Hein.
que des termes anciens. Donc c'était la vérole, hein, la vérole, en fait, on ne disait pas la grande, mais on c'était la grande vérole par rapport à la petite. Donc là, fin du XVe siècle, ça a quand même été un grand problème, la syphilis. On n'avait pas de traitement, on a essayé plein de trucs, hein, plein de trucs très dangereux d'ailleurs, souvent, très agressifs. Hein, parce que là, c'est très agressif. Il y a la syphilis primaire, la secondaire, surtout la tertiaire, qui est extrêmement mutilante, notamment au niveau neurologique. Voilà. Alors quand il n'y a pas de traitement, on va jusqu'au bout de l'évolution. Maintenant, on traite au début, hein, et on n'a pas les complications de la syphilis tertiaire. Ou alors il faut vraiment que les gens soient passés en dehors de la médecine. Et alors c'est arrivé au retour de Christophe Colomb. En fait, la question c'était est-ce que c'est une coïncidence chronologique ou est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Question qu'on se pose toujours en zététique. C'est pas parce que ça arrive en même temps que c'est lié. Et en fait, il a été montré, notamment avec des analyses génomiques de momies en Amérique latine de l'époque précolombienne. On a trouvé des séquences d'ADN du tréponème, Treponema pallidum. Donc on a identifié que c'était vraiment, il y avait vraiment la bactérie chez des gens avant les conquistadors, avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc il est clair que la syphilis est venue de l'Amérique latine, c'est ce que tout le monde savait, mais encore fallait-il en être sûr. Hein, et en zététique, on aime bien être sûr des choses. Le choléra, voilà les grandes épidémies, vous voyez, elles sont assez ramassées. Alors vous avez vu comme elles se succèdent. Il n'y a pas beaucoup d'intervalle entre deux épidémies. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas des vagues plutôt de la même épidémie, hein? Vous savez que ça fait des vagues des fois les épidémies. On en dira un petit mot quand on verra le comportement des épidémies. Donc voilà, bon, il y a eu ça. Et la pire, c'était la 3, hein, en Europe et les États-Unis. Bon, et ça continue, ça continue. En Haïti, vous avez entendu parler, hein, bon, c'est vrai que là-bas, les structures de soins et l'organisation de la vie n'est pas très bonne, mais il y a eu des épidémies de choléra très récemment encore, hein, et qui ont été un drame. Oui, 1850, parce que le duc d'Orléans, il était plein de bonnes intentions, il allait visiter les malades dans les hôpitaux qui avaient du choléra. Bon, il en est mort du coup, il en est mort en 1950. C'était parce qu'il y a des tableaux qui représentent. Bon, je n'ai pas montré d'image parce que je voulais quand même alléger. Voilà, donc il y a des épidémies régulièrement. Voilà, bon, ça existe le choléra. Il ne faut pas croire que c'est une antiquité, ça existe toujours. Et ça existera toujours. Les grippes. Ah, les grippes. Alors, il y a peut-être eu une pandémie en Russie, comme je vous disais, fin du 19e. On n'est pas très sûr parce qu'on ne savait pas vraiment faire le diagnostic. Hein, la grippe, il fallait avoir des diagnostics virologiques ou génomiques. Ce dont on est sûr, c'est qu'à partir de 1918, il y a eu la grippe espagnole. Alors, on n'avait pas les moyens de diagnostic à l'époque, hein, en 1918, pour affirmer que c'était une grippe. Et en plus dire que c'était un HAN1, parce que la typée au niveau antigénique, hein, c'est des antigènes, hein, HAN1. Et mais on a eu des éléments, des fragments, des restes sur des cadavres, tout ça, qui ont montré que c'était vraiment une grippe et on a pu typer H1N1. Donc on est sûr, hein, on est sûr. Alors ça a été quand même assez grave, hein, quand même. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu une épidémie sur le front, dans les tranchées, dont je vais vous dire un mot que les gens ne connaissent pas et qui est assez remarquable. Et donc ils sont passés d'une épidémie à l'autre. Hein. En 1918, ils sortaient de la guerre, pof, c'était grave. Alors ça peut-être fait moins de bruit parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication actuels, et peut-être parce qu'on sortait de la guerre aussi. Hein. Donc, on avait relativisé beaucoup de choses. Donc il y a quand même eu beaucoup de morts, hein, 20-40 millions de morts. On pense que c'est plutôt 100 millions d'ailleurs, mais on n'avait pas de statistiques précises. Hein. Alors, et puis la mortalité et la létalité, je vous rappelle. Donc ça a été terrible. Après il y a eu la grippe asiatique en 1957. On a entendu parler de la grippe asiatique. Certains d'entre vous l'ont vécu. H2N2, là. Ah, H2N2. Donc 56-58. Elle a duré assez longtemps. Et après, elle a été remplacée par un autre mutant, qui est la grippe H3N2. Alors c'est quoi les H et les N quand même? Parce que c'est bien beau de dire des trucs, mais ce sont des antigènes de surface du virus de la grippe qui sont particulièrement faciles à détecter et qui sont assez signifiants. Donc H,
c'est hémagglutinine, c'est une hémagglutinine qui est une protéine qui est sur la surface, et N, c'est une neuraminidase. Voilà. Et il y a les B aussi. Mais les B, ce ne sont pas des grandes ce qu'on appelle des grandes fractures ou cassures géniques, ce sont des petites mutations. Donc on parlera surtout de grippe A. Mais des fois, il y a les deux. Hein. Les mutations les plus importantes, c'est les grippes A. Donc voilà, après, elle est devenue remplacée par H3N2 hein, en 68, et ça a été la grippe de Hong Kong, qui a quand même été assez importante. Hein, 30 à 40 000 morts en France. On est passé un peu à côté. Les gens, je ne sais pas si ça vous a beaucoup marqué, la grippe de Hong Kong, parce qu'il y avait quand même les événements de mai 68. Hein. Il y avait toute une pagaille dans le pays, et qui fait qu'on ne s'est pas trop intéressé à la grippe de Hong Kong. Enfin, elle a quand même été importante, 1 million de morts au niveau de la planète. Bon c'est pas énorme, hein, mais quand même, ça se voit, quoi. Après, là on était à 68, après il y a eu 2009. Bachelot, Roselyne, c'est la grippe de Bachelot. Pour que les gens fixent, il faut la citer, sinon c'était quoi? Il y a eu une grippe, ah bon? Oui, celle de Bachelot. Là c'était du H1N1, hein, on revenait à des variants antigéniques qui ressemblaient à ceux de la grippe espagnole. Mais pas tout à fait pareil, hein, parce que ça peut être H1N1, mais avec des variantes. Hein, voilà. Et en plus, c'est un virus assez composé, c'est ce qu'on appelle un virus réassorti, puisque dans son génome, il y a des gènes de grippe porcine et des gènes de grippe aviaire. C'est un peu compliqué. Et ce qui donne un intérêt très spécial à cette épidémie, et notamment au risque futur d'épidémie, car dans les risques, il y a un risque de grippe porcine transmise à l'épidémique, hein, enfin, des pics épidémiques, mais qui peut être transmise à l'homme et qui fait partie des potentiels hein, d'épidémie. Mais le pire, c'est la grippe aviaire. On en dira un petit mot parce qu'il faut. Voilà, donc ça n'a pas été trop grave, hein, puisque vous vous souvenez qu'on avait commandé des tas de choses, on avait fait les choses très bien, hein, et donc gaspillage, on a dépensé des centaines de millions d'euros qui n'ont servi à rien, puisque finalement ça s'est arrêté tout seul. On a vacciné, on fait plein de vaccins, c'était très bien. Donc elle en a pris plein la gueule, Roselyne, alors qu'elle ne savait pas ce que ça allait donner. Si on avait une évolution du type Covid-19, on n'aurait pas tenu vrai d'ailleurs, parce que on ne sait pas, quand ça va bien, on dit bah oui c'était normal, elle a fait des vaccins, il n'y a rien à dire. Mais on prend un risque quand on fait les choses sans savoir ce qui va se passer. Donc quand ça va bien, personne. Et si on a surestimé ou sous-estimé le truc, et ben, là on est fautif. En général, on est plutôt accusé d'avoir sous-estimé l'événement, d'avoir visé en dessous, pas assez de masse, pas assez de trucs. Mais là, dans le cas de Bachelot, on est accusé d'avoir surestimé, donc on n'est jamais content quand même. Moi, je ne suis pas politique, etc., mais enfin, je me mets à la place quand même des décideurs. C'est quand même difficile, hein, ils n'ont pas de boule de cristal. Voilà, donc là on est un petit peu déjà dans l'environnement autour des épidémies, hein, au niveau de la société. On touche un peu à tout ça, parce que c'est intimement lié avec le fonctionnement de la société, les épidémies. Donc voilà, grippe H1N1, bon je vous passe tous les trucs. Alors on pense qu'il y avait des restes d'immunité de la grippe espagnole. Parce que quand on a fait une infection, pas avec tous, avec le Covid, ça ne marche pas trop, parce que l'immunité liée à la maladie est très courte. Hein. C'est dommage, ce virus à ARN, c'est pas les mêmes. En tout cas, on pense très sérieusement que la population était relativement protégée, encore un peu, de l'épidémie de H1N1, de la grippe espagnole, surtout pour les personnes les plus âgées. Il y a l'immunité avec les anticorps, tout ça on connaît, mais il y a aussi l'immunité cellulaire. Vous avez une mémoire au niveau des lymphocytes qui fait que quand le virus revient, hop, s'ils se réveillent, ils vont fabriquer des anticorps. Hein. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a l'immunité cellulaire, qu'il n'y a pas que l'immunité humorale qu'on connaît avec les anticorps. Hein, les anticorps, il n'y a pas de ça. Hein. C'est même pas plus important probablement. Voilà, donc tout ça pour dire que elle a été relativement modeste, avec peut-être quelques explications. Alors on s'est rendu compte là que les vaccins, il fallait les adapter, hein, parce que là maintenant on savait diagnostiquer, on fait des vaccins. Hein. C'était compliqué parce que pour une dose de vaccin, il faut un œuf embryonné, fécondé. Hein. Maintenant, il y a des techniques plus récentes, mais c'est très récent. Avant, vous imaginez, quand il faut faire des centaines de millions de doses, il faut des centaines de milliers
d'œufs embryonnés. Déjà, il faut les faire, il faut avoir les œufs, il faut les s'en occuper. Ce sont des process de fabrication extrêmement laborieux, coûteux, etc. Mais on le fait, hein, il y a pas... Voilà. Alors après il y a la grippe saisonnière, hein. Alors là il y a du H3N2, du H1N1, du B, tous les ans, hein, on a notre grippe, on se fait vacciner, hein, sagement, parce qu'on sait qu'il y a de la grippe qui va venir. Et la dernière c'était en novembre, hein, elle a été un peu plus tôt, on en a un peu parlé quand même de la grippe, plus que d'habitude, en fin 2024, parce qu'elle est arrivée un peu plus tôt, il y avait beaucoup de cas. Elle avait l'air assez relativement méchante. Bon. Donc on s'est fait vacciner avec le nouveau cocktail, qui était un mélange de 3 sérotypes. Voilà. Il y a 10 à 15 000 morts en France par an de la grippe saisonnière. Bon, faut bien mourir de quelque chose. Hein. Non mais, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, surtout quand on est concerné. Mais au total, quand on relativise et qu'on voit tout le reste des accidents de la route, le cardiovasculaire, les cancers, les machins, on est obligé de relativiser, hein, c'est peut-être cynique, mais en épidémiologie et au niveau de la gestion de la santé publique, hein, au niveau des pouvoirs publics, on tient compte de ça. Mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Mais on se fait vacciner quand même. Hein. Si on ne se faisait pas vacciner, ce ne serait pas ça. La grippe espagnole, pourquoi je le mets là? Je ne sais plus. Alors c'était H1N1, oui, il y a eu trois vagues, hein, attention. Mars-juin 1900. Alors on dit espagnole, mais elle n'est pas venue d'Espagne, hein, elle est venue des États-Unis. Hein, c'est des soldats qui l'ont amenée. Mais on a dit espagnole parce que au départ, elle était passée par l'Espagne. Enfin, il faudrait avoir l'histoire exacte. Donc il y a eu 3 vagues. Et chaque vague était pire que la précédente. C'est souvent comme ça, quand il y a des vagues dans une épidémie, le virus, si c'est un virus, se repique sur l'homme. C'est pareil. Et chaque fois qu'il se repique, il reprend du poil de la bête et il devient plus méchant. C'est connu. Donc quand c'est un peu comme les répliques dans un séisme. Hein. Attention aux répliques, hein. Ouais, c'est un peu pareil. Des fois, tout va bien à la première secousse, et puis après, 2 répliques après, pof, l'immeuble se casse la figure. Il faut dire qu'il a été fragilisé aussi par le début. Voilà, donc, voilà. Voilà. Oui, on a identifié le virus de la grippe A seulement en 1933 pour une épidémie de 1918. Hein, oui. La grippe asiatique, on ne va pas en dire grand-chose. Hein. H2N2, après qui est passé à H3N2, bon, elle a fait un truc, bon, on passe. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à faire des campagnes de vaccination efficaces, en adaptant. Comme c'est des virus qui, de façon bizarre, mais systématique, viennent d'Extrême-Orient. Donc il commence à y avoir des cas en Extrême-Orient, donc on regarde et on identifie les sérotypes qui vont venir, et on adapte, et on prépare des vaccins qui vont être efficaces sur cela. On a le temps de les fabriquer, c'est une prouesse hein, quand même technique. Hein, si on a 6 mois, 9 mois, à chaque fois on a une formule différente, mais comment on la sait la formule? On ne la sait pas parce que les cas viennent d'arriver en France. On le savait avant, hein, au départ de la nouvelle pandémie, ou épidémie, et on a préparé le vaccin, le cocktail nécessaire. Il vaut mieux donc être plus à l'ouest qu'à l'est au départ, ils ne savent pas. Hein. C'est très particulier pour ça. Quand le vaccin sort, la maladie a évolué. Non, non, c'est les mêmes sérotypes. Hein. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui, quand c'est une épidémie, il y a ça. Ça mute quand même pas aussi facilement que la Covid, que le coronavirus. Hein, c'est un virus à ADN, des virus à ARN, ils mutent très vite, très vite. Hein. C'est la grande difficulté du coronavirus. Ils mutent très vite, donc du coup ils échappent à tout. On a bien vu ça, vous avez vu quand même tous les variants, tous les trucs, on fait avec ça, oui, mais il en faut un autre maintenant. Normalement, c'est connu hein, qu'ils mutent très vite, mais ils ont normalement une protéine qui est, je ne sais plus quel poids elle fait, mais enfin qui est très grosse, à l'intérieur, qui est stabilisatrice contre les mutations, qui stabilise l'ADN. Mais ça n'a pas été aussi efficace que ça. Enfin, cela dit, qu'est-ce que ça aurait été sans cette protéine? Donc les virus ARN, je fais des digressions, les virus ARN mutent beaucoup, mais ils ont cette protéine stabilisatrice qui est une enzyme, je trouve, qui stabilise un peu. Bon, voilà. De toute façon, au total, ils mutent quand même et il faut s'adapter. Hein. La grippe actuelle, bon, oui, c'est celle dont je vous parlais. Bon, on va passer.
ça c'est pas si grave que ça. Alors, la grippe animale quand même, ça faut en parler parce qu'on va parler des futures grippes possibles, des futures pandémies. Il y a eu, semble-t-il, quand on voit les livres d'histoire, des historiens antiques, il y a eu des moments où on pense qu'il y a eu des grippes humaines et des grippes animales en même temps. Il y a eu des moments où il y avait plein de mortalité en même temps, des hommes, du bétail, des oiseaux. On s'est dit, c'est quand même bizarre, est-ce qu'il y a une relation? Et il y a eu, et au moment où il y avait des fameuses pestes humaines, et alors il y a eu des épisodes qui sont bien décrits, où on disait que les coqs ne chantaient plus, les oiseaux ne chantaient plus, ils mouraient tous, qu'est-ce qui se passait en même temps. Alors, on n'a aucune idée, hein, bien évidemment, de certitude, mais on imagine qu'il y avait peut-être déjà des zoonoses et il y avait peut-être des grippes aviaires qui s'étaient transmises à l'homme à ce moment-là et qui ont été responsables de l'épidémie. Hein, on fait, quand on n'a pas les preuves directes, ben, on essaye de jouer un peu aux devinettes. Alors, toujours sous grande réserve. Grande réserve. Voilà. Donc il y a eu des épisodes où on a l'impression que c'était en phase et on se dit, est-ce que c'était pas des grippes animales et humaines? Alors, H5N1, la grippe aviaire, ça c'est la grippe aviaire hein, actuelle, il y en a tout le temps. Vous entendez parler de tas de poulets qu'on tue, tout ça, pour faire en barrage, etc. Il y en a partout, aux États-Unis, ailleurs. Quand on voit la consommation de volailles au niveau de la planète, c'est énorme, hein, c'est quand même la viande la plus consommée. Pauvre bête. Alors, on pense que la grippe aviaire, c'est le... Tu me posais la question, je crois que c'est Jean-Luc, avant, c'est quel est le plus grand risque? Apparemment, d'après les experts, c'est la grippe aviaire, hein, en termes de gravité et de probabilité, parce que elle est transmissible, il y a des variants qui sont transmissibles à l'homme, il faut des petites modifications. Et il y a eu des cas, hein, il y a eu eu fin d'année dernière, je crois qu'il y a eu un cas transmis d'une vache à l'homme, oui, parce que des fois, il y a des mammifères qui sont contaminés et qui après l'homme se contamine avec les mammifères, c'est pas forcément direct à partir des volailles. Voilà, donc on pense que c'est ça. Après, bon, ben, voilà. Enfin, pour l'OMS, risque majeur. Après, bon, c'est une affaire de spécialiste, hein, quand même, de juger. Oui, c'est ce que je disais, en avril 2024, il n'y a pas si longtemps, il y a un humain qui a été contaminé par des vaches laitières qui elle-même avait été contaminée avec le virus de la grippe aviaire. Donc bon, les gens se disent, attention, c'est possible, quoi. Alors évidemment, ça s'est arrêté, mais le potentiel est là. Hein? Voilà, bon, je passe, parce que sinon... La grippe porcine, bah oui, alors il peut y avoir une souche qui ressemble à H5N1, tout ça, et ça peut passer à l'homme, et il y a eu des cas, mais apparemment, le potentiel pathogène, le potentiel de nuisance est moins important, nettement moins important que pour la grippe aviaire. Le sida, bon, allez vite, hein, vous connaissez l'épidémie de sida, la pandémie, au début, il y avait 2 millions de personnes qui mouraient chaque année, quand même, c'était pas rien, hein. Actuellement, il y a 35 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le sida, mais qu'ils ont le virus, puisque maintenant, on a le virus sans être malade, puisque maintenant, on ne doit plus être malade. Hein. Et normalement, même, on a une charge virale négative, si on la cherche. Mais, il y a quelques cellules, tapis, cachées, qui hébergent encore le virus. Et si on arrête la trithérapie, dans les 2 mois, ça redémarre. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui on ne guérit pas du sida. Sauf quelques cas, il y a quelques individus sur Terre qui sont bien identifiés et très étudiés, qui ont guéri. Non, c'est sûr. On a fait des greffes de moelle quand même. Hein. Alors, ça, oui, c'est un autre cas. Il y a eu, c'est quelqu'un qui a été protégé du VIH par une greffe de moelle de quelqu'un qui avait, c'est là quand tu fais allusion, qui était un individu particulier, qui avait une immunité très spéciale et qui n'avait pas. Donc, là, on est un peu dans le détail. Il y a des individus, il y a des cas uniques de gens qui ont une immunité très particulière et qui guérissent du sida. Et ceux-là, on les adore. Mais même s'il y en a 5 dans le monde, ça doit être à peu près ça, on les suit. Parce que pourquoi ils guérissent? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Il y a des choses intéressantes, hein, ils sont suivis, il y a des cohortes, il y a... Bon, je sais pas, ça c'est un sujet en soi, hein, mais passionnant par contre. Donc tout ça pour dire que le sida est toujours là, et il faut qu'on arrive à chercher le dernier, éradiquer le virus des dernières cellules, le tapis au fond de l'organisme. Alors, à Montpellier, on a notamment Monsef Penkiran, qui dirige une équipe de recherche,
à l'IGF, l'IGA, je ne sais plus, qui a fait des publications extraordinaires ces dernières années sur ce sujet. Les dernières cellules émergeant du virus du VIH. Parce qu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant de trouver des solutions. Mais la question, elle est là. Hein. Le reste, c'est réglé quand même. Les trithérapies, c'est plus du tout les 25 comprimés qu'on comprenait par jour. Là, il n'y a plus d'infection opportunisme. Hein, toutes les pneumocystoses, les cryptosporidioses, les toxoplasmose cérébrale, tout ça, les syndromes de Kaposi, c'est terminé. Tout ça, c'était le début. Dans les années 80, quand on a vu arriver. Moi, j'étais interne à l'hôpital Claude Bernard, on a vu arriver. Et c'est des gens des copains qui ont pensé à envoyer les ganglions d'un patient pour essayer qu'on a trouvé le VIH avec l'équipe de Pasteur. Barré aussi, et Sherman. Montagnier n'ayant été là que pour le décor. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Bon, qui est bien connu. Hein. Voilà. Donc, alors, un petit point, puis on va sortir de ça pour aller à la suite. C'est ce qu'on appelle, de façon amusante, c'est un ami qui s'appelle Philippe Sansonetti, on est interne ensemble à Claude Bernard, qui a utilisé le terme de ratio macabre. Il a fait une conférence au Collège de France passionnante sur la typhoïde pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est extrapolable à d'autres choses. Parce que on adore l'histoire en maladies infectieuses, et notamment avec les épidémies. On adore. Il faut savoir que quand il y avait des guerres, dans le temps, les gens ils mouraient principalement de maladies infectieuses, plus que de la guerre, des blessures, des armes, etc. Et il y a des exemples, hein, épidémie de typhus, campagne de Russie, la Bérésina, tout ça c'est bien, mais en gros, la retraite de Russie, c'est le typhus hein, qui a liquidé l'armée française, hein, plus que les Russes. Il y avait les deux, hein. Mais c'est ce qu'on appelle le ratio macabre, c'est-à-dire, ce qu'il a défini, c'est le nombre de gens qui meurent d'une maladie par rapport à ceux qui meurent de la guerre elle-même. C'est un ratio. Et s'il y a plus qui meurent de maladie, bah, c'est quand même intéressant. Il faut essayer de diminuer ça. Parce qu'on a besoin d'avoir c'est comme Trafalgar, c'est parce que les Anglais étaient protégés du scorbut, et pas les Français. Hein, ils avaient trouvé, c'est un médecin anglais, hein, qui avait trouvé le fait qu'il fallait manger des agrumes, et donc il traitait la Royal Navy avait bouffé des agrumes, et du coup ils n'avaient pas le scorbut. Et ça a été, d'après les connaisseurs de l'histoire, de cette histoire-là, ça a été la raison de la défaite française de Trafalgar. Hein. Bon. Tout ça pour dire que c'est important, tout ça. Hein, au-delà du fait que quand on a une diarrhée infectieuse, on court plus vite et on est moins apte à se bagarrer. Là, ça fait beaucoup de mortalité. La guerre de sécession, hein, il faut une dysenterie, variole, rougeole aussi, la guerre des bourses. Bon, voilà. Il y a des exemples, il y a pas mal d'exemples. Alors, juste un petit mot quand même sur cette... ça, c'était la guerre de Crimée. Vous avez ici le nombre de morts au combat et de morts de maladie. Vous voyez, les Français. Il y en avait presque 2 fois plus de 2 fois plus qui sont morts de maladie plutôt que de morts au combat. Les Anglais, parce que il y avait les Anglais, les Français et les Russes hein, dans cette guerre. Les Anglais pareil, et les Russes, alors je ne sais pas trop pourquoi, mais c'était pareil. Enfin, il y avait quand même autant qui mouraient de maladies que au combat. Il faut commencer à avoir des chiffres, c'est ça. Tant qu'on n'a pas de chiffres, on ne savait pas trop. Alors pourquoi ça s'inverse maintenant, ça s'est inversé hein, dans les guerres. Là, parce qu'on guérit les maladies, on se méfie, etc. Et puis on tue plus aussi, hein, les armements sont plus efficaces. Donc du coup, le dénominateur augmente et le numérateur diminue. Alors la Grande Guerre, elle a démarré tout de suite, en 1914, par une grande épidémie de typhoïde. Alors vous savez, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais il y a eu d'abord la guerre de mouvement, hein, jusqu'à la bataille de la Marne, hein, et après... les armées se sont enterrées quand on a fait la guerre de tranchées. Hein. Et c'est à partir du moment où ça a été la guerre de tranchées, assez vite finalement, que les problèmes de typhoïde, de dysenterie, de tout ça sont apparus. Parce qu'on était dans des conditions de marasme, dans l'humidité, dans des conditions d'hygiène déplorables, le problème de latrine, ce qu'on appelait les feuillets à l'époque. C'était épouvantable. Donc, il y a eu l'épidémie de typhoïde, c'était pas étonnant quand même. Hein. Et il y a eu un pic en novembre-décembre 1914, donc il y a eu énormément de... il y a eu 15 000 décès hein, pendant toute la guerre, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, alors là, il y avait quand même la guerre même, elle tuait beaucoup. Hein.
Et dès qu'on a commencé à vacciner, on a fait des campagnes de vaccination, la mortalité par maladie de Covid aux armées, paf, elle a chuté. C'était plus un problème. C'était plus un problème. Celui-là, il y en avait d'autres. Alors, donc c'est intéressant quand même de mettre ça en perspective, parce que c'est quand même assez récent, tout ça. Alors, comment ça évolue une épidémie? Comment ça évolue? D'abord, il faut que ça commence. Il faut qu'il y ait une origine du virus. Alors, l'origine des virus. Pour la Covid-19, il y avait là, ce que je vous ai mis, c'était un consensus des scientifiques. On ne sait pas d'où vient le virus, le SARS-CoV-2. On ne sait pas s'il s'est échappé d'un labo ou s'il vient d'un réservoir animal. Voilà. Le réservoir animal, on pensait la chauve-souris. Les autres intermédiaires, c'est pas tellement un pangolin, c'est plutôt une variété de petits chiens qu'on appelle le chien vipérin et que consomment les Chinois et qu'il y avait sur le marché de Wuhan. La question c'est, ça vient d'animal direct ou c'était dans un labo, le labo P4 de Wuhan, et puis une échappée du virus. Et on ne sait pas aujourd'hui. On était quand même assez d'accord sur le fait que c'était des processus naturels pour des tas de raisons scientifiques, hein, de type génomique, etc. Et puis l'Académie de médecine française, il y a 3 jours, a pris position en disant qu'elle pense que c'est en fait une échappée du laboratoire. Alors, attention, quand on dit que ça vient d'un laboratoire, il y a 2 façons de voir la chose. Soit on considère que il y a eu une erreur, il y a un technicien qui a embarqué le virus avec lui sans faire exprès, il ne s'était pas bien lavé les mains ou je ne sais pas quoi, et puis donc ça arrive, hein. Même P4. Alors qu'en fait, le coronavirus sur lesquels il travaillait, avec l'aide des Français et notamment de l'Institut Mérieux et du CERN, à l'époque n'était pas si dangereux, il ne nécessitait théoriquement pas un P4. Un P3 aurait suffi. Bon, c'est un P4, donc encore mieux. Et bien malgré tout, il peut y avoir eu une fuite d'un virus. Alors évidemment, si on est complotiste et si on va là, c'est d'origine même, mais ça a été fait exprès. Et c'est ce que disait Montagnier, parmi toutes les conneries qu'il a dites, parce qu'il y a des Indiens qui ont fait une publication en disant il y a une séquence dans le virus, dans ce SARS-CoV-2 qui ressemble à une séquence dans le VIH. Et lui, spécialiste bien sûr du VIH, mon œil, il a dit, ben voilà, et puis il s'est exprimé, hein, il a pris des positions. Et en fait, tous les virologues ont dit, mais non, la séquence, elle est trop courte, c'est lié au hasard, simplement. Il avait repris ce truc, et les Indiens, l'équipe qui a publié, s'est rétractée. Elle a dit, non, non, on a été trop vite, etc. Donc, cela dit, la thèse du virus construit par l'homme, volontairement, par les Chinois pour anéantir leur population et mieux la contrôler, pour on ne sait pas quoi, ou créer des prétextes, on verra quand on parlera du complotisme, des prétextes pour créer des états d'urgence, pour pouvoir justifier des mesures draconiennes dictatoriales, ben ça c'est des thèses complotistes. Alors évidemment, il faut toujours les prendre en considération, parce que il y a des thèses complotistes, mais il y a aussi des fois des complots, hein, donc c'est compliqué de faire la différence entre les deux. Alors, donc là, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, j'étais quand même vraiment sur les clés du consensus scientifique. L'Académie de médecine, elle a des arguments, bien sûr, mais il y a des arguments des deux côtés, techniques. Moi, j'étais sur cette idée générale du consensus. Hein, de toute façon, on délègue notre opinion, on la délègue aux gens qui savent. Et là, ça m'a un peu ébranlé quand même, parce que l'Académie de médecine, elle réfléchit avant de dire quelque chose. Donc, ça fait beaucoup de vagues hein, ces derniers jours. On verra ce qui en sortira. Sinon, alors l'origine du virus, bon, le coronavirus, puisqu'on a dit que cet exemple était essentiel, bah, les coronavirus, on les connaissait bien hein, chez l'homme. Déjà, il y a le tiers de nos rhumes l'hiver sont dus à des coronavirus quand même. Hein. Il y en a 4 qu'on connaît bien. Bon, on est habitué des coffres, quelque chose. Hein. On a eu le SRAS, cette espèce de syndrome respiratoire aigu sévère en Chine notamment, en 2002, et qui tuait quand même 10% des gens. Là, on a eu très peur. Hein. Donc là, on s'est agité, on a identifié, on a préparé des vaccins. Et on a préparé des vaccins à ARN. C'est pour ça, quand les gens ont dit, tiens, comment ça se fait qu'on trouve aussi vite un vaccin à ARN, on a bénéficié de tout le travail qui avait été fait au moment du SARS en 2000. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, ce truc. Donc on n'a pas continué, mais beaucoup de travail avait été fait, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et
D'abord, on a affiné le diagnostic, les moyens de diagnostic, PCR, tout ça. On a déterminé la protéine spike sur le virus comme étant particulièrement importante et intéressante. Hein, déjà, c'était très proche comme virus. Et on a préparé des vaccins ARN. Donc, on n'a pas démarré, et des vaccins ARN, certainement, on travaillait dessus. C'est pas sorti d'un chapeau, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, et les complotistes. Comment ça se fait? C'était prévu, d'ailleurs, ils avaient préparé les trucs, tous les délires qu'on peut imaginer. Donc, en fait, ce SARS a servi quand même pour aider pour le SARS-CoV-2. Il y a eu le MERS, hein, c'est le Middle East Respiratory Syndrome. Donc, ça a été en 2012. Là, ça tuait le tiers des patients. Hein. La létalité, là. On avait la maladie, pof, une chance sur 3 qui nous revient. Bon, c'est pas rien. Alors, c'était limité parce qu'il fallait être en contact direct avec des chameaux infectés. Alors, forcément, il n'y a pas de transmission interhumaine. Donc, du coup, ça pas... Alors, on en a pas mal parlé à l'époque. Et puis après, il y a eu le SARS-CoV-2, hein, qui a commencé. Là, cette diapo, elle date du début. Hein. Depuis, les choses ont changé. Alors, donc, on s'est dit, bon, coronavirus, c'est nouveau, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau virus, non. C'était dans la lignée de tout un ensemble de coronavirus qui faisaient parler d'eux. Et on ne sait pas depuis combien de temps, parce qu'il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, est-ce qu'il y avait des coronavirus qui donnaient des maladies? Peut-être, hein. Alors, venu d'animaux sauvages. Ah, grande découverte. Notre ami le pangolin, tout ça. Grande découverte. Bon, il y a une très grande partie des épidémies, des bactéries, des champignons aussi, des parasites et des virus, bien sûr, viennent d'animaux sauvages. Beaucoup de catégories, hein. Les périssodactyles, c'est ceux qu'on les voit partagés comme les zèbres, etc. Les carnivores, les rongeurs, les oiseaux, les autres mammifères. Donc, et vous avez ici le nombre d'espèces pathogènes qui ont comme réservoir ces familles d'animaux. Vous voyez, il y en a plein. Hein. Les primates. Voilà, il y a une flèche, les chauves-souris, tout ça. Ah oui, parce que pour montrer où il est. Voilà. Donc, c'est courant ça, hein. C'est très courant. Alors, il y a des pathogènes, certains pathogènes vont donner certaines maladies, et certains pathogènes présents chez l'animal sauvage vont aller chez l'homme ou pas, ou chez certains autres animaux. En général, ce qui se passe, c'est que vous avez, elle n'est pas très jolie, hein, la diapo, mais je trouve qu'elle est assez bien. Vous avez un virus sauvage, la petite courbe rose. Bon, il évolue avec un fond, et puis de temps en temps, il y a une petite poussée épidémique chez l'animal sauvage. Bon, tranquille. Et puis, à un moment donné, ça va arriver souvent chez un animal intermédiaire, qui va être souvent un animal domestique. Donc, ça peut être un oiseau, etc. Et là, hop, c'est le ver. Là. Donc là, on a une épidémie chez l'animal. Hein. Voilà, donc, alors ça s'amplifie, le virus il se développe, et plus il se développe, plus il a des chances de faire des mutations. C'est statistique les mutations. Hein. Si vous avez une mutation sur 100 000, bah, si vous avez énormément de virus parce que c'est très répandu, bah, vous aurez beaucoup plus de mutants que s'il y a peu de copies du virus, il y a peu de malades. Hein. Donc plus c'est répandu, plus le risque de mutation est élevé. C'est totalement statistique. Hein. Donc, et puis après, admettons qu'il y ait une contamination de passage à l'homme, il y a un mutant qui arrive à l'homme, donc c'est la courbe avec le rouge. Donc là, et chez l'homme, ça va s'amplifier aussi, hein, bien sûr. Hein, on va faire plein de copies de virus et on va faire d'autres mutants. Et on va se retrouver, et l'homme, là, il va réagir. Hein. Il va déjà réagir avec l'animal domestique, il va réagir encore plus quand il y a une épidémie humaine. Et là, il va préparer des diagnostics, des vaccins, il va chercher des antiviraux. Il n'en trouvera pas, parce qu'on en trouve quasiment jamais. Et là, il va commencer à contrôler. Et après, on va être prêt pour la fois suivante. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Alors, là, on est toujours dans les mécanismes d'une épidémie. Le patient zéro. Vous avez beaucoup entendu parler du patient zéro. On ne l'a pas trouvé pour la pandémie. Hein. On a pensé que c'est la première personne qui a été contaminée. Elle est très intéressante pour essayer de remonter à la source et de comprendre ce qui s'est passé et d'agir sur... Alors, ça peut être un porteur sain, quelqu'un n'est pas malade, hein, mais ça peut être malade. En général, si c'est un porteur sain, c'est pas facile, parce que s'il n'y a pas de symptômes, il faut penser. Voilà, donc ça c'est important, et après on va essayer de remonter pour essayer de trouver le réservoir. Il y a une enquête Sherlock Holmesque qui n'est pas triste à faire. Hein. Mais il y a des grandes équipes qui travaillent là-dessus, hein, c'est un sacré boulot. Hein. Pour le sida, on avait trouvé un patient zéro, et puis on a vu que c'était pas eu, il y en a eu d'autres avant. Bon, voilà, des fois on se trompe, hein, on croit que.
Ensuite, il y a eu le SRAS, le patient 0, on le connaît. Il a été identifié dans une chambre d'un hôtel de Hong Kong. Virus à Ebola, un enfant de 2 ans. Voilà. Donc, on essaye toujours de trouver le patient 0, absolument. Et puis, si on n'a pas, ben, on n'a pas. Hein. Alors, après ça, une fois que le patient 0 a existé, ça va se répandre, hein, il va contaminer d'autres. Et il va en contaminer plus ou moins. Vous avez des virus qui vont être, pour un patient infecté, vont se transmettre à un autre, ou à 2 autres, ou à 10 autres, suivant les virus, statistiquement. Donc là, vous avez là, par exemple, là, Ebola. Le R0, c'est le taux de réplication, c'est-à-dire que c'est combien de personnes, par l'observation statistiquement, combien de personnes sont contaminées par un patient pendant qu'il est contagieux, après il n'est plus contagieux. Voilà. Donc là, c'était 2. Un a fait 2, et après 2. Voilà, et voilà. Donc, voilà. Alors, pour la Covid, et à la fin, on se retrouve avec un certain nombre de patients infectés, on en a au départ, et puis après, on voit bien qu'au bout de certains passages, là, on en a 8. C'était pareil pour la Covid au départ, avec un R égal à 2, donc deux personnes contaminées par une, et là, on voit qu'on c'était un peu pareil. Hein. Voilà. Et, mais après, le R0 a augmenté avec les mutations. Donc il y a eu du R3, il y a eu du R6 même. Et vous voyez que si un patient en contamine 3, eh ben, vous vous rendez compte de l'effet exponentiel que ça crée en périphérie par rapport au nombre de personnes à la même date. Et si vous avez le variant Delta à 0,6, on va dire, ouais, on contamine 3 ou 6, c'est pas très loin. Non, ça change tout. Ça change tout, parce que regardez un peu le nombre de patients que vous avez au bout de 3 passages, de 3 passages de patient à un autre, hein, de 3 couches quand même, c'est énorme. Vous voyez l'importance que ça a, le R0. C'est considérable. La grippe espagnole, elle a duré, oui, elle n'était pas très... elle a R0 faible. Le SRAS. Alors, la varicelle, bon, vous savez que c'est très contagieux, la varicelle. Hein. Donc là, c'était combien, je ne sais plus combien. 10, oui, c'est 10, pardon, c'est marqué. C'était 10. La rougeole, c'est terrible, hein, c'est 15. La rougeole, c'est épouvantable. Et vous entendez parler d'épidémie de rougeole, ça va très vite. C'est dramatique. Et puis, alors évidemment, c'est pas très mortel la rougeole, mais là, quand même, il y a une mortalité. Il faut pas croire que c'est une fièvre éruptive bénigne de l'enfance. Et que par conséquent, il faut attendre que ça passe et il faut la faire. C'est faux, c'est archi faux. Hein, quand il y a des épidémies de rougeole, ça meurt, les enfants. Et quand elle est chez les adultes, c'est pas bon non plus. Voilà, donc vous voyez déjà l'importance de ces caractéristiques pour l'évolution de l'épidémie à partir du premier patient. Alors ça, c'est pour montrer ça, c'est les compagnies aériennes principales, les routes aériennes. Ben, quand on a la répartition et l'évolution des cas de Covid, ça ressemble étonnamment à ça. Donc vous voyez bien qu'on va se retrouver avec une je sais pas comment dire, bon, vous avez compris. Après, alors, les vagues. Toujours, comment ça fonctionne une épidémie? Il y a des vagues. Alors évidemment, le savant de Marseille avait dit oh, il n'y a jamais de vagues dans les épidémies. Dire une bêtise pareille. Regardez la grippe espagnole, il y a tout ça, il y a toujours des vagues. Voilà. Et on en a eu 7 à peu près pour la Covid. Et encore, au bout d'un moment, on ne comptait plus d'ailleurs. Parce que c'est difficile, des fois, elles se mélangent un peu. Donc on est bien 7. Et donc, juste avant la deuxième vague, c'est-à-dire fin septembre 2020, hein, au début, il n'y aura jamais de deuxième vague. Il y avait des conférences, les gens à la Futurapolis, Toussaint disait bon, il y aura une vague, ah, super, grand succès, etc. Peu de temps après, il y avait la deuxième vague. Et c'est d'ailleurs là que j'ai fait ma grande page dans le livre pour dire mais arrêtez de déconner quand même, le 5 octobre. Comment peut-on dire qu'il n'y aura pas de deuxième vague? C'est jamais comme ça. On voyait que ça commençait à frémir, et quand on sait que ça évolue de façon exponentielle, et que c'est terrible, je vous parlais un peu de la courbe exponentielle, ben, ça va nous péter à la gueule, c'est parti pour ça. Alors que les mecs, les Toubiana, les Raoult, les Perron, tout ce qu'on appelait les rassuristes, disaient mais non, arrêtez de faire peur à tout le monde. Non mais étonnant quand même, étonnant, pour des gens qui théoriquement ont un bagage scientifique correct. Alors donc, il y a des vagues.
il y a des vagues. Alors, des fois, est-ce que c'est une vague ou est-ce que ça s'est arrêté et ça a redémarré? Bon, on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop. Il y a ça ressource. Alors, comme on prend des mesures, on va isoler les gens. Pendant un moment, on va moins en avoir. Puis après, on va relâcher le truc. Et ça va redémarrer. Donc, ça fait des vagues. Hein. Alors, la vague, elle n'est pas forcément originellement liée à ce qu'on appelle le génie évolutif du virus. Hein. Mais des fois, c'est des réactions humaines qui ont créé ce phénomène de vague. Voilà, les pestes, le choléra, vous avez vu. Bon. Là, c'est juste pour vous montrer. À gauche, c'est le monde entier, là, c'est la France. Je collectionnais toutes ces courbes-là à l'époque de la pandémie. On voit des vagues. Hein. On voit des vagues. Après, elles peuvent être décalées d'un continent à l'autre, hein, bien sûr. Voilà, ça, vous voyez, c'était en ligne. Sur c'était le John Hopkins Hospital qui faisait ça tout le temps. C'était vraiment très bien. Alors, comment elle évolue l'épidémie? Pourquoi elles vont durer plus longtemps? Quelles sont les plus méchantes? Parce qu'il y a deux facteurs. Il y a la vitesse à laquelle elle se répand, son aptitude à se répandre, est plus ou moins contagieuse. Et il y a quand elle atteint quelqu'un, est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'il faut aller en réanimation ou est-ce que ça tue? C'est deux facteurs différents et qui souvent sont dissociés. Alors, ce qu'on considère, c'est que quand un pathogène se répand très lentement et qui ne tue pas beaucoup, pas dire des bêtises, et qui ne tue pas beaucoup, ben là, le virus, il est content parce qu'il va se répandre, il aura plein de patients infectés, il va être content, le virus, pour lui. Ben, il s'en fout un peu, mais si on essaye de faire de l'anthropomorphisme. Et s'il se répand même à la limite, il ne se répand pas vite, mais il tue à chaque fois, et ben, il va s'arrêter. L'épidémie va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de stock de patients possible. Il faut qu'il ait un hôte pour l'héberger, le virus. Donc, les épidémies avec propagation lente, mais rapide, qui tuent beaucoup, ça s'arrête. Celles qui sont lentes et qui tuent pas beaucoup, elles durent longtemps. Je ne sais pas si je me suis emmêlé un seul pas. Je suis retombé sur mes pieds. Voilà. Alors, il y a des maladies. Alors, il y en a qui disparaissent, hein, on ne sait pas pourquoi. Là, on est dans l'évolution de l'épidémie, et quand elle s'arrête, donc l'épuisement du stock. L'allure en cloche, c'est parce que au début, il se répand, il y a plein de gens non immunisés, donc c'est bien, il y a plein de patients, tout ça, on arrive au maximum, et puis après ça baisse. Hein, c'est ça. Ça crée des courbes en cloche. On parlait tout le temps Raoult comme s'il avait inventé la courbe en cloche de l'évolution d'une épidémie, alors que c'était connu comme de tout le monde. Voilà. Non, je ne veux pas parler tout le temps de Raoult, enfin, il nous a quand même un peu gonflé quand même, hein, pendant longtemps, avec la masse de stupidité qu'il a dite, et qui ont fait du mal, parce qu'elles étaient très audibles, c'est ça le problème. Les gens disent des bêtises, c'est pas grave, mais avec l'audience qu'il avait, ça crée des comportements politiques, des comportements de la société qui sont extrêmement préjudiciables. Mais ça, c'est un sujet en soi. D'ailleurs, j'avais fait un exposé rien là-dessus à la fin de la Covid, sur la désinformation et le complotisme. Bon, voilà. Et nous on va modifier l'évolution parce que nous, on va réagir encore une fois le confinement. Et puis, bien sûr, le seul moyen de stopper une épidémie artificiellement sans qu'elle s'arrête toute seule, c'est le vaccin. Hein. Et ça, il faut l'avoir. Et il faut l'avoir. Il faut qu'il fasse se vacciner. Il faut qu'on ait une couverture vaccinale suffisante. Je vais vous parler de la couverture vaccinale parce qu'on en a aussi beaucoup parlé. Ah, on n'a pas la couverture vaccinale qu'il faut, il faudrait, etc. Pourquoi? Alors ça, c'est la courbe exponentielle. Vous voyez que vous avez des R0 là-haut. 3, 2, là il y a 2, 6, oui. 1, 9, voilà. Plus on est bas, plus le R0 est petit. On va dire un 9 ou 2, 6, ou 3, c'est presque pareil. Regardez la différence en termes de nombre de cas, la magie de la courbe exponentielle, alors qu'on va dire que le R0, qui est un paramètre dans l'équation, semble très proche. C'est ça, les courbes exponentielles, c'est ça qui ça pète à la gueule. Alors ça, c'est la formule classique de la courbe exponentielle pour ceux qui ont fait des maths à l'école. Alors, oui, ce que je veux dire aussi, dans les épidémies, ça fait des dégâts, les épidémies, terribles. Alors, on parle des morts. Bon, là, j'ai mis les morts en valeur absolue. Hein. Donc, la grippe espagnole, donc 50 millions, bon, d'accord.
ou 100. La Covid, 15 millions. Le VIH, ça a été 32 millions, on pense, à ce jour. Il y en a peut-être eu un peu plus depuis. Grippe asiatique, voilà, ça, c'est le nombre de morts. Mais il n'y a pas que les morts. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le nombre de morts par rapport à une population quand même aussi. Voilà. La peste noire, il y a eu mais il y a eu plus de la moitié de la population, parce que la population n'était pas très grosse. Le nombre de morts, c'est une chose, et en dessous, au dénominateur, il y a la population. Si vous avez une petite population, le même nombre de morts en absolu va avoir une valeur énorme. On voit la Covid en pourcentage de la population, c'est pas beaucoup. Par contre, ça fait énormément de monde parce que la population est immense quand même. Elle a grandi, la population mondiale. Et vous voyez, comme ça, pour toutes les choses, vous voyez que ce qui va dans le ressenti et dans l'impact sur nos sociétés, il n'y a pas que le nombre de morts absolus, il y a aussi par rapport à quelle population. Voilà, donc c'est un autre paramètre qu'il est important de considérer. La létalité aussi, quand même. Alors, je vous ai cité le virus de Marburg, 80%. La Nipah, c'est un autre virus, 77%. Endra, la grippe aviaire, Ebola. Et nous, on est où avec le SARS-CoV-2, on est à 2,2% de létalité, c'est-à-dire que pour 100 patients qui ont été contaminés, qui ont fait la maladie, il n'y en a que 2,2 qui vont mourir. Mais avec une surface énorme. Le problème du virus de Marburg, on va dire, oh là là, c'est grave, bah oui, on l'a déjà trouvé, c'est apparu. Simplement, ça a été extrêmement localisé, ça ne s'est pas répandu. Donc, il y a eu des morts, mais en valeur absolue de mort, c'est beaucoup plus faible. Hein. C'est pour ça que tous les paramètres sont à prendre en compte pour voir la gravité d'une épidémie. Alors, comment on compte les morts en plus, hein? Comment on les compte? Donc, je vous ai expliqué ça. Est-ce qu'il y a plus de morts en général, parce que il y en a tellement que ça joue sur la mortalité, les statistiques de mortalité, quelle que soit la cause, ou est-ce qu'on s'intéresse uniquement aux morts dues à cette maladie? Donc la mortalité par rapport à la létalité. Ça change tout. Hein. Alors la létalité, je vous ai dit, c'est très difficile à... Oui, j'avais déjà commencé le sujet. La létalité, c'est très difficile à compter, parce qu'il faut avoir diagnostiqué. Si on ne diagnostique pas, on n'a pas de dénominateur. Et la mortalité, donc c'est quand même le plus fiable au total, même si c'est extrêmement imprécis, extrêmement grossier, mais c'est ce qu'on a de mieux quand même, au total. Parce que, comme je vous avais dit, il y a des gens qui vont, quand on parle uniquement de la mortalité globale, s'il y a eu une pandémie, tout le monde reste chez soi, etc., ben, il va y avoir moins d'accidents de la route, il va y avoir moins d'un certain nombre de prises de risques, moins d'autres pathologies, grippe ou autres aussi. Et donc, on va baisser la mortalité due à d'autres pathologies. Hein. Et ça, donc, il y a une résultante, si vous voulez. Hein. Au total, bien sûr, il y aura quand même plus de morts. Il y a eu, au total, beaucoup plus de morts. Alors, ce qui s'est passé, ce qu'on attendait, et ce qui s'est passé, c'est que quand on a arrêté les mesures d'isolement, de masques et tout ça, on s'est dit, ben, les autres pathologies qui, du coup, ne se répandaient pas, ben, elles vont éclater. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu des reprises de pathologies de diarrhée infectieuse ou d'infections respiratoires dues à d'autres virus quand on a arrêté les mesures de confinement. Ça n'a pas été que ça a repris comme avant. Ça, non, il y a eu un à-coup. Ben, on comprend bien, hein, mais il a été constaté. Donc, c'est pour ça que réfléchir à la mortalité, à quel moment, tout ça. Alors on va dire, oui, mais les vieux, de toute façon, ils allaient mourir. Donc c'est des gens en risque, ils ont des comorbidités. Ah oui, d'accord, enfin, on est dans une société où on essaie de garder les vieux vivants quand même. Ou alors il faut fermer la gériatrie, les centres d'Alzheimer et tout ça. On a quand même l'idée de les garder vivants. Donc on ne peut pas être cynique là-dessus, parce qu'on a entendu des discours là-dessus. Ouais, de toute façon, ils allaient mourir. Alors on va tous mourir, hein, de toute façon. C'est des raisonnements inacceptables pour des médecins. Et les conséquences, c'est pas que les décès, parce que là on parle de décès, c'est plein d'autres choses. Et probablement, les décès, c'est des cacahuètes par rapport au reste des problèmes. D'abord, alors très rapidement, hein, les hospitalisations, les souffrances, les complications, il y a des séquelles, quand vous êtes réanimé, intubé, machin, tout ça, bah, c'est pas anodin, même si vous ne mourrez pas, vous avez quand même eu un préjudice considérable. Vous allez rester longtemps à l'hôpital. Avec la Covid, c'était en réanimation, le séjour moyen c'était 3 semaines. Et
En secteur normal, c'était 2 semaines, donc c'est pas anodin. Ça, il n'y a pas que le mort. Il y a eu les Covid longs, on en parle beaucoup maintenant, on ne sait pas trop encore faire le tri. La charge hospitalière, hein, la charge hospitalière, on ne peut pas compter seulement, vous allez voir comme c'est compliqué hein, de raisonner là-dessus. On ne peut pas simplement raisonner en nombre d'hospitalisations. Si vous avez quelqu'un qui est hospitalisé qui reste 48 heures, ce n'est pas la même chose que s'il est hospitalisé et qui reste 15 jours, en termes d'occupation, d'encombrement hospitalier, de coûts et de tout ça, et de souffrance du patient aussi. Donc, le nombre d'hospitalisations, c'est bien, mais il vaut mieux compter au total en journées d'hospitalisation, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations multiplié par la durée moyenne de séjour. Hein. Voilà. Voilà, donc ça a été énorme. Ça a été énorme. On a complètement embouteillé les secteurs de réanimation. On dit qu'il n'y en a pas assez. Bah oui, mais on ne peut pas non plus surdimensionner pour que ce soit occupé la plupart partie du temps. Voilà. La moitié des ressources disponibles en réanimation, ça c'est un préjudice global au-delà des morts. Parce que pendant ce temps-là, on s'est moins occupé des autres. On a refusé. On a dit non, il n'y a pas la place pour vous. Ah, on a fait des tris. C'est pas bien, enfin c'est pas bien, c'est pas le choix, mais c'est gênant. Alors, le système de soins a été désorganisé, vous avez une pathologie qui pouvait attendre, bah, vous attendrez hein, pour votre intervention, votre prothèse de hanche, tout ça, vous attendrez, bon, votre arthrose va évoluer, mais c'est moins grave que de ne pas traiter les gens qui ont besoin. Ensuite, on a focalisé les ressources de recherche, on avait énormément de recherches sur le virus, sur les médicaments, tout ça. Pendant tout ce temps-là, on ne faisait pas de recherche dans d'autres domaines utiles à la médecine. Donc toutes les autres pathologies, neurodégénératives, maladies auto-immunes, maladies rares, tout ça, on a tout arrêté. Enfin, pas tout arrêté, mais les moyens et les ressources ont été complètement diminués sur ces trucs-là. C'est un préjudice, ça, important, pour les patients en total. Le coût des tests, il y a l'aspect économique. On parle des coûts des médicaments, on nous a suriné avec des histoires de machin, coût des produits chers, les pharma. Mais le coût des tests, ça a été énorme. Je vais t'en dire un petit mot quand même. Le coût des hospitalisations, il y a eu un coût économique qui a été faramineux. Enfin, on ne comptait pas. Mais, quoi qu'il en coûte. Mais en tout cas, il a fallu s'en remettre après. Donc préjudice économique, alors culturel, sportif, psychologique, où on a arrêté les activités culturelles, les matchs de sport, tout ça, bon, ça a été dit dans tous les sens. C'est un préjudice qui pour beaucoup de gens est très important. Donc vous voyez bien que le préjudice lié à la Covid-19, c'est extrapolable à d'autres types, à d'autres épidémies, bien évidemment, c'est juste un exemple, et bien c'est pas que les décès. Et peut-être que les décès, finalement, c'est pas le plus important. Après, c'est difficile de peser, hein. Oui, le prix. Journée d'hospitalisation, oui. En réanimation, bon, ça coûte 3 000 €, on reste 3 semaines, bon, ça fait des ronds hein, quand même. Voilà, c'est sûr que ça fait cher. Les tests. On dit il faut tester, testons, etc. Ça a coûté un fric énorme à la collectivité. On estime qu'il y a eu à peu près 200 millions de tests depuis le début de l'épidémie. Là, je ne sais plus quand j'avais fait la diapo. 200 ont été intégralement gratuits. C'est la Sécu qui a payé, c'est nous. 200 millions de tests qui ont été faits. Diagnostic. Test diagnostic juste pour diagnostiquer. Ça ne traitait pas les patients, hein, ça ne faisait rien. Mais il fallait passer par le diagnostic, si on voulait. Alors on y a été large à manu. Les tests PCR, après les tests antigéniques ont été un peu moins chers, mais ils n'étaient pas donnés. Donc ça a baissé. Hein. Au début, on était dans les 60 à 80 €. On est passé à 35 € après. Donc c'était raisonnable. Mais quand même, si vous multipliez ces 35 € par le nombre de tests, c'est colossal, quoi. C'est colossal. Hein. Et c'était pris en charge. Et c'était pas prescrit. Hein. Et ce n'était pas prescrit. Oui. Ah bah, les gens qui décidaient. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que sinon, on ne pouvait pas y arriver. On allait en pharmacie, hein, on allait dans des centres. Voilà, pour aller voir les copains, on se faisait le test. Pour voir les copains. Non, mais ça, c'était... Non, le coût des tests, énorme. Et ça, moi, ça me faisait quand même rire jaune de voir à quel point on disait faut tester. Raoult, il était bien gentil. Parce que lui, en plus, quand les gens faisaient la queue, etc., c'était un scandale quand même, hein, qu'on a été découvert après, il comptait non seulement pas une consultation pour faire le test, hein, non, il comptait une hospitalisation à domicile. Et donc ça a pris. Donc tout ça, ça a été un budget énorme. Et ça a été découvert après quand les gens regardaient les comptes. Mais il comptait une hospitalisation à domicile pour quelqu'un qui venait faire se gratter le nez et avoir la réponse.
Hospitalisation à domicile, c'est pas le prix d'une consultation. Non, ça a été énorme. À l'époque, c'est passé. Quoi. Mais il y a des gens qui ont réagi et qui ont dit non mais arrêtez quand même, vous vous rendez compte sur quel pied on vit quoi. Et tester à tour de bras, tout le temps, il faut tester. Oui, il faut faire des PCR, mais bon, on réfléchit quand même. Hein. Peut-être qu'on peut tester à titre d'échantillon dans certaines populations test pour voir un peu comment évolue. On n'est peut-être pas obligé de tester tout le monde. On peut réfléchir quand même. À moins qu'on s'en fiche hein, du pognon. Mais l'argent qui est gaspillé comme ça, il n'est pas mis ailleurs. C'est toujours pareil, c'est le problème de l'allocation des ressources. Hein. Voilà, donc ces aspects économiques ont été considérables. Voilà. J'ai calculé tellement de diapos. Alors, oui, encore un petit peu sur les épidémies. Ça, c'est pour montrer. Vous avez ici, en bleu, c'est le premier variant, celui qui est venu d'Italie, vous savez. Vous oubliez peut-être l'initial en Europe. Ouais. C'est l'Italie qui avait commencé, 30 ans, enfin bon, on ne va pas faire toute l'histoire, on l'avait vécu. Et puis après, vous avez eu le alpha. Avant, il n'y avait pas de lettres. Là, il y a eu alpha, le jaune. Bah, il a remplacé hein, le premier. Vous voyez, je vous montre cette diapo pour vous montrer comment un variant va remplacer l'autre, en fait. Hein. C'est étonnant, ils sont en concurrence, et la concurrence se règle dans le sang très vite, très vite. Hein. Et ça veut dire que le nouveau variant, il a des avantages compétitifs importants par rapport au précédent. Sinon, donc c'est une lutte pour la survie d'un variant par rapport à l'autre. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de conscience de ça. Ensuite, il y a eu le violet, c'était le delta. Voilà. Et puis après, il y a eu l'omicron. Hein. Après le delta. Et vous avez, alors il y en a, vous avez le bêta et le gamma, bon, ils n'ont pas bien sûr, c'est énorme, le vert et le jaune. Ça, on ne sait pas trop, ils ont une espèce des caractéristiques, des avantages ou pas compétitifs, très variables. Hein. Donc on constate, hein, c'est pour dans les faits, hein, les raisons. Alors, oui, vous avez beaucoup entendu parler, on s'est dit, bon, il y a des variants, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc l'OMS a déterminé ce qu'ils appellent des variants préoccupants, les plus graves que les autres. Et là, c'est là que vous avez les alpha, bêta, gamma, delta. On leur a donné des lettres grecques, hein, et puis on ajoute Omicron. Et puis il y a eu des trous, hein, il y a eu d'autres lettres, il y a eu lambda, mu, on en a pas mal parlé à l'époque, mais ils n'ont pas été suffisamment dangereux, méchants pour qu'on les mette dans les préoccupants. Ils n'ont pas eu droit. C'est l'OMS qui décidait. Parce que suivant le variant, on avait des stratégies différentes. Ça, les variants d'intérêt, ils sont importants aussi, mais pas autant que les préoccupants. Hein. Voilà. Donc il y a eu eta, iota, kappa, lambda, mu. Ils étaient importants, mais ils n'étaient pas, c'était pas le haut de gamme de la dangerosité. Vous voulez quoi? La clique qui s'est mise en La clique s'était mise en marche. C'est fait. Ah. Merci. Alors, juste un petit mot pour vous montrer. Ça, c'est compliqué un virus, hein. On croit que c'est un petit truc de rien du tout, on ne peut pas le voir avec un microscope normal. Ça, c'est uniquement là, ce que vous voyez là, ce truc, qui ressemble un peu à la carte d'Afrique, c'est la protéine spike, c'est la protéine importante, significative pour faire des diagnostics et pour faire des vaccins. Donc vous voyez, tout ça, c'est des mutations qui ont eu lieu. Alors, il y en a, les oranges, c'était des mutations, il se trouve, on a constaté, dans ces sites de la protéine qui entraînaient des changements importants sur le comportement du virus. Puis il y en a qui n'avaient pas d'effet, des trucs en vert, voilà. Donc tout ça, ça a été un travail énorme de suivi, vous imaginez les masses de données qu'il a fallu accumuler. Alors tout ça, le décryptage des génomes et l'étude des mutations était centralisé au niveau international par une structure qui s'appelle GISAID, je ne sais pas comment on prononce, c'est un acronyme, et qui centralise tout ça, c'est de la masse de données faramineuse, et c'est grâce à la bioinformatique bien évidemment, et avec des centres de stockage qu'on a réussi à stocker tout ça, à l'analyser et à en sortir des choses, sinon on est paumé. Hein. Il y a tellement de données, hein, l'être humain ne peut pas arriver à suivre. Hein. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Ça c'est pour montrer qu'avec la génomique, on a suivi les voyages des variants, mais là bon. Et là, vous voyez, donc après, il y a un génome, il y a des variations, il y a des clades qui se créent, et c'est comme ça qu'on peut arriver après à faire des cartographies et à voir l'évolution. Franchement, je ne vous détaille pas ça, c'est juste pour vous dire que ça existe. Hein. C'est extrêmement compliqué, mais c'est fondamental.
pour l'historique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle les choses se sont faites. Et je suppose que pour les épidémies à venir, qui ne tarderont pas à venir, ben, il y aura également cette rapidité. Hein. Après ça, ben, il a fallu essayer de lutter contre l'épidémie. Alors, quels sont les moyens? Des moyens, ça va être des vaccins, des antibiotiques, pas pour le virus, mais parce qu'il y a des surinfections bactériennes. Hein. Hygiène, les mesures barrières, le suivi épidémiologique, et puis l'information, la communication, information des populations, communication, décision politique, tout ça. Il y a tout un ensemble de moyens extrêmement résumés sur cette diapo qui ont été mis en œuvre avec plus ou moins de bonheur. Alors, on a dit comment ça se fait, on n'a pas d'antiviraux, ah bah oui, l'hydroxychloroquine ou tel autre, on a sorti des dizaines ou des centaines de produits supposés miracles en disant que ça va tuer le virus, tout ça. Le problème, c'est que c'est très rare les antiviraux, ça marche pas bien, ça n'a rien à voir avec les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pour les bactéries, et ça marche, on en a plein qui marchent très bien, etc. Les problèmes des infections bactériennes, on les résout avec les antibiotiques. Pour les maladies virales, on ne résout pas les problèmes avec les antiviraux. Il y en a un petit peu, je vais vous dire un tout petit mot, mais c'est comme ça. Hein. On a plein de produits qui vont marcher in vitro sur les virus. L'hydroxychloroquine, elle marchait sur le Zika, sur le chikungunya, sur le VIH, elle a été essayée dans tout. Elle n'a jamais marché chez l'homme. Donc c'est une chose d'être efficace in vitro, c'est autre chose d'être efficace chez l'homme. Ce qu'on veut, c'est que ça guérisse les malades. On s'en fiche que ça marche in vitro. Donc on n'arrive pas à avoir des produits qui marchent, sauf cas rares, complètement différents des antibiotiques, pas d'amalgame. Donc c'était normal. Par contre, les vaccins, c'est la solution pour les maladies virales. Aussi pour certaines pathologies bactériennes. Hein. Et là, des fois, c'est en concurrence avec le vaccin. Le choléra, il y a un vaccin, il y a les antibiotiques. La typhoïde, il y a des antibiotiques très puissants, il y a un vaccin. Pas excellent, mais il y a un vaccin. Et donc, mais c'est un peu compliqué. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un peu, presque une concurrence entre le vaccin et le médicament. Et un truc très important, c'est toutes les solutions médicales qui n'atteignent pas le virus, qui ne sont pas des vaccins ni des antiviraux. Toutes les mesures de réanimation, de prise en charge, etc., ça a été extraordinaire quand même. Ça a sauvé des vies de façon incroyable. Quand est-ce qu'on va en réanimation? L'oxymètre de pouls qui vous permet de voir si votre saturation oxygénée montre des signes de gravité ou pas, pour aller à l'hôpital ou pas, vous le faites vous-même, ça coûte 20 € le petit appareil. Enfin, toutes ces choses-là, ça a transformé. Et une fois que vous êtes à l'hôpital, on vous a donné de la dexaméthasone à la suite d'une étude anglaise, ça montrait que ça marchait bien, plus ça coûte 3 sous, la dexaméthasone. Hein, c'est pas parce que c'était pas très cher que la Big Pharma a empêché qu'on l'utilise, ça c'est encore des fantasmes. Hein. Ça marchait bien, ça coûtait pas cher, les gens se sont retrouvés dessus, bien évidemment. Il y a eu les épargnateurs moléculaires, parce qu'il y a des systèmes de microthrombose, et donc on a donné des antithrombotiques. Ça a changé aussi beaucoup le sort des malades. Il y a eu des antibiotiques pour les surinfections bactériennes. L'oxygénothérapie à haut débit, c'était une nouveauté. Hein. Donc ça a vraiment changé la vie des gens. C'est pas l'oxygénothérapie que vous avez habituellement à l'hôpital. Non, là, on est à 38 par minute ou 30 à 50. Et c'est ça qui a changé. On avait, avec la réanimation, on s'est rendu compte que les gens en réanimation, il fallait les mettre sur le ventre. Vous avez déjà vu des patients en réanimation intensive qui sont sur le ventre, qui sont toujours sur le dos. Donc ça a essayé, et on a découvert qu'on avait de bien meilleurs résultats en les mettant sur le ventre. Sans faire le débat de la mort subite du nourrisson, on ne sait pas s'il faut les coucher sur le dos ou sur le ventre, c'est une autre histoire. Donc, mais ça a été, c'est des choses importantes. Hein. Et toutes ces choses qui ont été découvertes ont été... Il ne faut pas intuber trop vite en fait. Au début on intubait, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas intuber. Enfin, sauf qu'on n'avait pas le choix. Parce qu'en général, le malade, il ne respire pas, il se désature en oxygène, on l'intube, hein, on le met sur le respirateur artificiel. Mais non, c'était pas très bon. Parce que l'oxygénothérapie à haut débit était meilleure. Alors là, il fallait faire des études. Il ne fallait pas juste dire, tiens, je pense que j'ai réfléchi et j'ai pensé cette nuit que ça serait mieux, je me réveille, donc je vais tweeter, comme fait Trump, le truc, et dans la journée, on va se mettre à faire comme ça. Non, on fait des études, on montre, on vérifie ce que ça donne. Et des fois, on teste des choses qui ne sont pas très évidentes, contre-intuitives, et bien qui s'avèrent être des choses. Il y a l'évolution thérapeutique. C'est ça la vie réelle, quoi. La vie qui permet d'avancer, quoi, sur du solide. Hein. Alors, juste un petit mot, là, vous n'allez pas lire tout ça, bien évidemment. Je vous ai mis en rouge des vaccins, en bleu des antibiotiques, et en vert des antiviraux. Pour juste que vous, c'est quoi le message? C'est que vous voyez bien qu'on a d'abord trouvé des vaccins, hein, vous voyez, et vous n'avez peut-être pas la chronologie en tête, donc je vous la rappelle.
Donc, BCG, typhoïde, charbon, la rage, la variole, tout ça, coqueluche, diphtérie, ce sont des toxines, c'est des vaccins spéciaux, mais hyper efficaces. Là, il n'y avait que ça pour lutter contre les maladies infectieuses. Les antibiotiques, ils sont apparus à peu près en 1940 avec Fleming au début de la Deuxième Guerre mondiale. Avant, il y a eu des antibactériens de synthèse qui n'étaient pas des antibiotiques à proprement parler, qui étaient des dérivés des sulfamides, donc dérivés de l'industrie des colorants d'ailleurs, et c'était vers le 1930, etc., le pontosine, tout ça. Bon, c'était limité comme efficacité, mais c'était un petit début d'antibactérien. Et après, les antibiotiques eux-mêmes. Et après, on a trouvé des antibiotiques, ça a été long, hein, streptomycine, tétracycline, maintenant il y a eu après les bêta-lactamines, les quinolones, les aminosides, tout ce que vous connaissez. Donc, c'est arrivé après les antibiotiques. Mais les antiviraux, il a fallu attendre en 1963, il y a un produit qui avait un certain effet local uniquement sur la kératite herpétique, la tête de la cornée par l'herpès. Après 1985, comme antivirus, et bien évidemment, aujourd'hui, il y a les trithérapies, c'est complètement dépassé. Vous voyez que pour trouver des antiviraux, ça a ramé. Rien à voir avec les autres. Donc, il ne faut pas s'étonner. Premier antiviral, tout ça. Maintenant, on a quelques antiviraux, quand même qui marchent, hein, mais hépatite B, hépatite C, virus varicelle zona, mais ça ne marche pas extrêmement bien d'ailleurs. Le VRS, oui, le VRS, c'est l'ioméavirus, etc. Bon, et le HIV, bien évidemment, avec la trithérapie, malheureusement, ça ne guérit pas. Vous voyez les limites des antiviraux. Voilà. Les autres, polio, machin, voyons, il n'y a pas d'antiviraux. Hein. Vous pouvez toujours courir pour en trouver. Donc, il ne fallait pas s'étonner qu'on ne trouve pas d'antiviral comme ça. Et on a essayé de faire ce qu'on appelle du repositionnement. Il y a plein de produits, ça se trouve dans tous les produits qui sont bien connus, il y en a qui marchent. On a testé in vitro, des centaines de molécules ou des milliers. On a trouvé des activités antivirales. On s'est dit, chouette, on va tester chez l'homme. Non, je ne sais pas. Donc, ça a été... on est habitué à ça quand même, hein, dans le développement du médicament. Ce n'est pas des surprises. Et après, donc, eh ben, les vaccins, bien évidemment, je ne vais pas vous faire les vaccins. Je vais faire un long topo sur les vaccins ici. Voilà. Alors, le grand débat qu'on a eu juste dans une épidémie, dans celle de la Covid, c'est la façon dont les individus se situent par rapport aux vaccins. Alors, je crois qu'on va parler de la désinformation et des antivax, mais le problème des vaccins, c'est qu'il y a une vision individuelle et une vision collective. Et la plupart des gens ne sont pas très intéressés par le collectif, hein, ils sont intéressés par eux-mêmes. Donc si on leur dit « ouais, pour vous, c'est pas franchement utile, etc. Par contre, vous allez protéger les autres, d'accord, mais que les autres se fassent, quoi. » Donc c'est le problème de la couverture vaccinale pour lequel les gens ne vont pas se précipiter. Donc ça a été... vous avez vu tous les débats dans la presse, les prises de position, je vous parlerai un peu des aspects sociétaux. Je ne sais pas combien de temps on a d'ailleurs. 10 minutes. C'est la pendule derrière toi. Il te reste C'est la 10 pendule, minutes là. théoriquement, Gilles. Hein 10 minutes. 10 minutes. En théorie, oui. Ouais, Il te reste encore c'est mal barré alors. Oui, Bon, voilà. j'avance. Non, j'ai sauté. Je saute. Risque individuel, intérêt collectif. Ah oui, alors je vais dire un mot quand même de la couverture vaccinale. On en a beaucoup parlé. Il va falloir, suivant qu'un malade là, pour la rougeole, va contaminer 17 personnes, la grippe 2, la nécessité de couverture vaccinale qu'on va avoir n'est pas du tout la même. Plus la pathologie est contagieuse, plus il faut avoir une couverture vaccinale élevée. Ça se calcule mathématiquement. 95% doit être vacciné pour la rougeole. Pour la grippe, si on a la moitié, comme en plus c'est pas un très bon vaccin, celui de la grippe, il protège à 70%. C'est pour ça qu'on fait, tiens, j'ai été vacciné, mais j'ai eu la maladie quand même, donc ça marche pas. Ah, si un vaccin marche à 70%, il y a 30% des gens qui ne vont pas être protégés, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait. Hein. Même pour la Covid, on avait 95% d'effets, ce qui est faramineux, on n'a jamais vu ça, parce que le vaccin ARN, on peut être dans les 5% qui n'ont pas été protégés. Il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait qui ait des cas. On dit, ah oui, mais machin. Donc c'est là qu'il faut un peu réfléchir. On parle de probabilité quand même. Et quand on se fait vacciner, on ne sait pas si on va être dans les 5% ou dans les 95%. On a plutôt tendance à penser qu'on va être dans les 95% normalement. Voilà, bon, j'avance. Alors, comment on calcule vous avez ce fameux R0 dont je vous ai parlé. Combien de personnes contaminées va en contaminer? Mais, on la calcule comme ça. P, c'est la couverture nécessaire. C'est 1 moins 1 sur R0. Si il n'y a pas de contamination du coup, donc c'est 1 moins 1, c'est 0, donc il y a besoin de couvrir au niveau vaccin, c'est évident. Si le R0 est de 10, parce
Donc c'est 1 moins 0,1. Donc ça veut dire 0,9. 90% de couverture. 2,5, c'est 1 moins 0,4. Donc ça fait 0,6, ce qui en pourcentage fait 60%. C'est comme ça qu'on calcule la couverture d'Exilman nécessaire. Je vous le dis parce que bon, on a tellement entendu parler. Médicaments vagons, je passe là-dessus. Voilà. Pourtant, bon, je passe sur tout ça. Juste un petit mot pour montrer, on disait les vaccins. C'est vrai qu'on a été assez déçus des vaccins, alors que dans les essais cliniques, ils avaient une efficacité faramineuse, jamais vue. Le problème, c'est que l'immunité ne dure pas. C'est ça le problème. Elle ne dure pas. Alors les gens disaient, oui, mais j'ai quand même été infecté alors que j'ai été vacciné. Alors ça, quand même, le vaccin, il agit en stimulant l'immunité. Donc quand le virus pénètre, les lymphocytes vont réagir, les anticorps vont agir, et la maladie ne va pas avoir lieu, va être arrêtée. Mais il a fallu qu'il entre, quand même. Il a fallu qu'il infecte. S'il n'est pas rentré dans l'organisme, les anticorps, ils ne vont pas pouvoir agir. Donc que l'infection puisse avoir lieu, c'est nécessaire à l'activité du vaccin. C'est basique quand même. Et les gens ne comprenaient pas que, ah oui, mais il a quand même été infecté. C'est idiot. Par contre, il est tout de suite arrêté. Sauf quand on a des vaccins où il y a une immunité de surface, par exemple au niveau de la muqueuse intestinale, le vaccin vivant de la polio, le Sabine, et bien là, il y a une protection au niveau de la muqueuse intestinale qui fait que le virus ne va pas entrer. Il va être en concurrence avec les poumons. Je passe là-dessus. Les réactions de la communauté humaine. Alors, on est passé de crise en crise, en fait. Je vous dis, il y a une grande crise, mais il y a eu une succession des crises du masque, la crise du dépistage des tests, la crise du traitement. Vous imaginez tout ce qu'il y a eu comme remue-ménage sur les traitements, sur les vaccins. Une crise de confiance incroyable pour plein de choses vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des scientifiques, vis-à-vis de tout. Vis-à-vis des médias, une crise de la communication et de l'information, une crise de la science et de la médecine qui ont été mises en cause pour des raisons à côté de la plaque. C'est bien de remettre en cause, mais il faut que ça soit quand même un peu ciblé de façon intéressante. Et crise au niveau économique, bien évidemment, etc. Il y a juste un petit truc quand même, on peut faire ça. C'est le film Contagion, c'est la bande-annonce du film Contagion, qui est paru quand même presque 10 ans avant le début de la Covid. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Non, retourne dans ta chambre, chérie. Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Vous avez eu l'attaque cérébrale, Bess? Elle a des antécédents? Des allergies? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Là, s'il se trouve qu'elle est morte. D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler. Tamone. Monsieur Emoff, votre femme est décédée. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi ce qui lui est arrivé! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Et va-t-il s'en charge? Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens. Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez. Ils mobilisent la garde nationale et ils mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Avance-moi! Tout va basculer. On cache la vérité au monde. Détruis tout, brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je sais. Je vais vous ramener chez vous. Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Piver. On en a tous. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture. Vous n'êtes pas malade! Ce truc est toujours une longueur d'avance sur nous. Il monte.
C'est 2013, hein, je crois, le film. Oh, c'est plus vieux que ça. Non, non. Alors, C'est regarde. si récent. 2013, ouais, enfin, c'est quand même 8 ans avant la pandémie. Avant la Covid. Hein. Là, c'est pour dire. L'important, c'est que ça se trouve qu'on dise que c'est. Ton micro, micro. L'important, c'est qu'on dise que c'était avant. Hein. C'est-à-dire que c'était pas secondaire. C'était pas prémonitoire. C'était on savait tout ça. On savait que ça se passait comme ça, les choses. Mais c'est assez intéressant de. 2011. 2011, voilà. Bon. Donc c'était quand même 10 ans avant 9 ans avant que ça arrive les premiers cas en France, en Europe, que c'est fin 2019, hein, les premiers cas en Chine. Alors il y a toujours des débats sur le premier cas. Voilà. C'est pas évident, hein, on ne peut pas savoir au jour près. Alors, ça a été un tsunami, bien évidemment. Hein. Alors la gestion de la crise. Juste, je pense que j'arrêterai là, parce que, à cause du temps, hein, parce qu'il y a plein de choses sur le complotisme, tout ça, mais ça passe toujours là, peut-être que je le mets à la fin. Ça tombe bien, Gilles, pour l'heure, effectivement. Mais il y aura d'autres. T'es On te outillé. redonnera la parole. Non, non, mais moi ça m'est égal, parce que ce que je vais dire, je le sais, alors j'ai rien à perdre. C'est pas pour moi. Voilà, non, au niveau social, sociétal, je ne sais pas si vous vous souvenez des réactions des gens autour de vous, et de vous-même peut-être. On a, les sociologues, hein, on catégorisé les gens en 3 grandes catégories, par rapport à leur positionnement, par rapport à cette pandémie, et ce sera pareil pour d'autres épidémies, hein. Encore une fois, c'est valable de toute éternité, ça quasiment. Et les gens, globalement, ils entraient dans une de ces 3 catégories. La première catégorie, c'est la forme sociale individualiste ou libérale. Hein. C'est la priorité, c'est les libertés individuelles. On peut voir ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres endroits où on a les mêmes types de classifications qui apparaissent par rapport à la situation entre l'individu, les institutions, le communautaire, etc. Et pour cela, la priorité, c'est la liberté individuelle. Donc pas de masque, pas de vaccin. Je mets un masque si je veux. Vous allez me bâillonner. Le vaccin, c'est mon droit, c'est mon corps. Enfin, tout ça, quoi. La notion de collectivité, parce que les gens ne savent pas que s'ils attrapent la maladie, c'est pas eux que ça concerne seulement, c'est qu'ils vont la transmettre. C'est que ça va poser des problèmes, ils vont occuper des lignes d'hôpitaux, etc. C'est pas que eux qui sont concernés. Et par ailleurs, le vaccin, il protège aussi les autres. Hein. Il protège aussi les autres. Donc, la liberté à tout prix, hein, ça, vous en avez vu, hein, c'était les gens un peu de la sphère des Raoult, etc. Bon, et là, on est aujourd'hui dans des positions comme ça, de l'autre côté de l'Atlantique, à un point qu'on n'a jamais vu quand même. C'est la même chose. Hein. Deuxième chose, la majorité des gens, dans lesquels moi je me mets, vous vous mettez où vous voulez, c'est la forme sociale, étatique ou hiérarchique, avec plein de nuances à l'intérieur, attention. C'est les gens qui pensent qu'il y a une société qui doit être un peu centralisée, qu'il y a un gouvernement, une république, des institutions qu'on respecte, qui prennent des décisions. Elles sont des fois pas très bonnes, ben oui, mais bon, ce sont que des êtres humains, donc on fait avec. Et le risque majeur à ce moment-là, c'est pas la perte de liberté individuelle pour ces gens-là, c'est la mise en cause des institutions et de la structure de la société. Donc, si c'est le chaos, on ne gagne rien. Donc, il y a peut-être des décisions qu'on peut discuter, la justice, le machin, peut-être, mais au total, la pérennité des institutions et de la République et de son fonctionnement, c'est clé. Sinon, on va dans le mur. Ça, c'est quand même, je pense, la plupart des gens en France. Mais il y en a de moins en moins, hein, parce que les 2 autres groupes, ils gagnent du terrain. Le 3e groupe, c'est le côté communautaire égalitaire. Ça va être aussi là qu'on va voir les antispécistes, les animalistes, les naturopathes, les gens qui disent qu'il y a une façon différente de voir les choses, hein, les véganes. Le risque majeur, c'est toutes les innovations technologiques d'ailleurs, c'est tout ce qui est le progrès globalement, c'est toute la... Voilà, il faut trouver une autre voie, le droit de penser différemment et d'avoir une autre voie. C'est un peu le côté un peu gilet jaune, d'ailleurs à certains égards. Mais les gilets jaunes, on va les trouver aussi dans le premier groupe. Hein. C'est pas si simple que ça. Je schématise, hein. Pardonnez-moi de schématiser à l'extrême. Hein. Je peux critiquer ce que je vais dire, je peux le critiquer autant. Mais globalement, le côté un peu tribal, communauté, où on se retrouve, où on refuse les vaccins, c'est le progrès, l'intervention humaine, je te sens qui ne vaut que du mal, etc. Tout ça, c'est un groupe quand même qui est important, qui gagne de l'importance, de l'influence, et c'est un fait, et on le retrouve dans l'histoire des épidémies. Alors vous, laquelle ça serait,
réfléchissez, vous mettez, vous ne pouvez pas le dire. Hein. Alors, vers quelles épidémies on va avoir? Oh là là, ouais, c'est tout un sujet ça. Il y a plein de nouveaux virus. Alors il y a des nouveaux virus possibles, ou bactéries, il y a des résurgences d'existants, il y a tout un ensemble de choses, et là je ne vais pas vous les expliquer, hein. Je vous arrive il y a partie des virus zombies, et notamment des virus qui vont sortir aux bactéries, du dégel du permafrost. Là on peut avoir des grosses surprises hein, de germes pathogènes. On a déjà eu des virus bizarroïdes et à potentiel pathogène. Et puis il y a les virus d'origine animale, il y a le métapteurovirus des enfants en Chine, il y a les hantavirus, le virus du Nil occidental, machin, tout ça, bien la plaque. Voilà. Je vous montrerai pas parce qu'on n'a pas le temps. Souvent c'est bien d'être scroller un peu. Voilà. L'antibiorésistance aussi, il y a des épidémies de bactéries résistantes aux antibiotiques. Et là, on est bien embêté quand on n'a aucun antibiotique, malade en réanimation avec une septicémie grave. Hein. Donc ça aussi, c'est une source d'épidémie. Il y a le climat qui va changer les choses parce que les vecteurs, comme les moustiques, tout ça, vont se développer différemment. Il y a les virus émergents, les maladies, il y a les transports, bien évidemment, tout ça, ça augmente encore les choses. Des maladies chroniques. Alors on met des fois des maladies non infectieuses dans les épidémies. On dit qu'il y a une épidémie de diabète de type 2. Il y a une épidémie d'obésité. Il y a une épidémie d'autisme. Vous verrez ça, beaucoup. Alors, moi je vais le citer, moi je me réserve quand même aux maladies infectieuses quand même, parce qu'il y a déjà quoi faire. Mais il faut savoir qu'on parle beaucoup de ça. Voilà. Et puis j'arrête là. Merci.